Bonjour à tous, Ferdinand Ranck, ostéopathe sur Marseille et Aix. Je viens ici donc pour interviewer Bruno Ducou, que j'ai vu en formation il y a de ça quelques semaines, lors de la formation Les tissus en ostéopathie. Le premier jour, donc c'était une formation très originale, car il y avait donc trois formateurs. Le premier jour, c'était Jean-Claude Guimberteau, le chirurgien de la main bordelais qui a fait énormément de travaux sur les fascias et surtout ce qui changeait, c'est que lui, il utilisait des caméras pour regarder au moment de ses opérations chirurgicales au niveau du bras, du membre supérieur, très souvent, avec une caméra. Et donc, c'est le premier qui a pu filmer in vivo le fonctionnement des tissus du corps. Donc, pour chaque ostéopathe, comme nous travaillons sur le corps humain, nous sommes obligés de travailler sur le tissu, sur les fascias du corps. Et donc, je pense que c'est quelque chose. Jean-Claude Gaboto est un personnage très, très important, même s'il est chirurgien. C'est un personnage très important de l'ostéopathie. Et donc, Bruno Ducou était le troisième formateur. Le deuxième jour, j'en parle un petit peu, c'est David Lachaise, donc ostéopathe structural tissulaire. Donc le premier jour, on a vu la pure théorie sur les fascias. Le deuxième jour, nous avons vu l'approche ostéopathique structurelle tissulaire avec David Lachaise qui l'a fondée. Puis nous avons vu des techniques structurales tissulaires pour l'application clinique. Et le troisième jour, nous avons vu Bruno Ducou, donc mon intervenant du jour. Et là, c'était plus sur l'approche faciale, tissulaire, les fameuses techniques douces, et l'approche centrée sur le cœur, sur le thorax. Donc, nous allons en discuter aujourd'hui, mais pas que ça. Parce que, comme vous le savez, Bruno Ducou est un personnage important de l'histoire de l'ostéopathie. Il a d'ailleurs été interviewé récemment par le docteur Pierre-Luc Clermite dans son travail sur l'histoire de l'ostéopathie française. Donc, pour l'instant, ce travail n'est pas sorti, donc nous aurons l'occasion de le regarder, de le lire plus tard. Mais en tout cas, là, je pense que c'est un ostéopathe qui n'a pas forcément été souvent entendu dans les podcasts, en tout cas dans les podcasts les plus connus que vous connaissez tous. Pour l'instant, il n'a pas été interviewé, alors j'ai pensé à lui pour justement apporter ma pierre à l'édifice et pour que chaque ostéopathe, les jeunes, surtout, puissent connaître les ostéopathes qui ont formé quand même l'ostéopathie française et même finalement internationale. Donc nous parlerons plus tard, nous aborderons ces spécialités peut-être, mais premièrement, j'aime bien l'histoire. Donc nous allons... Bonjour Bruno. Bonjour Ferdinand. Alors, les premières questions, j'aime bien l'ordre chronologique, l'histoire. Donc, si tu veux bien nous parler de ton histoire personnelle, alors où est-ce que tu es né? Bordeaux, si je sais bien. Quel était le métier de tes parents, etc. Parle-moi d'un peu de ton enfance. Ok, donc je m'appelle Bruno Ducou, je suis né le 5 mai 1954 à Bordeaux et 70 ans après, donc j'habite toujours Bordeaux et j'ai toujours été fidèle à cette région et à cette ville. Donc je suis né d'une famille, le père était entrepreneur, il avait une petite entreprise de volets roulants, une entreprise familiale qu'il y avait, et puis Donc, ma maman était à la maison. Je suis l'aîné de six enfants d'une famille catholique, voilà, très, assez traditionnelle. Les trois frères de mon père étaient prêtres catholiques. Donc, voilà, j'ai grandi dans cet environnement-là et j'ai été élevé chez les jésuites, bon, tout ça. Et puis, quand j'ai passé le bac, j'ai passé le concours de santé navale. À l'époque, je voulais être médecin en Afrique, dans les ex-colonies, en disant qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, à apporter aux gens. Voilà. Donc, dans un contexte à l'époque qui était encore un peu colonialiste, quand même. Et puis à Santé Navale, donc j'ai fait beaucoup de sport pendant que j'y étais. Et les championnats d'Europe d'aviron étaient juste 15 jours avant le concours de médecine. Et je pensais que ça serait une formalité, ce concours de médecine, et j'ai été collé. Donc, j'ai été renvoyé de santé navale et avec un an de punition dans un bataillon disciplinaire dans l'armée. Voilà. Et puis, donc, j'ai intégré l'école de kinésithérapie à Bordeaux, toujours. Et pendant que j'étais à l'école de kinésithérapie, mon père est tombé malade, et ce qui était très compliqué voilà, dans notre contexte de famille nombreuse. Et les médecins ont pensé que c'était une dépression nerveuse.
j'ai été un peu responsabilisé aussi en disant que peut-être que notre père en faisait trop. Il faisait beaucoup de social, il faisait beaucoup de choses comme ça. Et finalement, il avait une tumeur de la névroglie, donc des tissus de soutien du système nerveux central. Et donc, il est resté à la maison pendant 2 ans hémiplégique. Et donc, au moment de sa mort, ça a été un choc dans ma vie. Quand même, c'était juste un mois avant de passer l'examen final pour être kinésithérapeute. Et j'ai eu cette expérience du moment de sa mort où j'ai eu l'impression de m'ouvrir à quelque chose qui était incroyable. Donc, de l'ordre de percevoir voilà, la nature différemment, les arbres, tout était complètement différent de ça. C'était une ouverture dans mes perceptions qui était incroyable. Et puis après, donc, en retournant à l'école, euh, on avait fait venir 2 ostéopathes qui s'appelaient Bob Bénichou et Marc Bozetto, qui sont venus expliquer donc au comité des élèves, sans l'accord trop de la direction de l'école, sont venus expliquer ce qu'était l'ostéopathie et ils nous expliquaient des choses qui étaient complètement contraires à ce qu'on apprenait à l'école. Et ils avaient un côté bonimenteur un peu voilà, sur l'estrade. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'un de mes collègues voilà, jouait à Dax, il était au rugby à Dax, il avait eu la semaine d'avant une entorse acromioclaviculaire, donc il avait l'épaule en écharpe. Et Bosetto lui a dit, tiens, toi là, qui as une écharpe, tu as une fracture? Et il dit, non, 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 c'est une entorse, mais je suis arrêté pour 2 mois. Il lui a dit, ben, si tu veux, viens sur l'estrade. Et puis, il a fait 2 ou 3 passes avec les mains. Il est redescendu de l'estrade, il n'avait plus rien. Et le dimanche suivant, il jouait dans son club. Donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose que je veux voir. Donc, directement, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis inscrit tout de suite à la première formation qu'il y avait à l'époque à la Tremblade avec Bénichou et Bozetto. Donc, c'était comme ça que je suis entré en lien avec l'ostéopathie au début pour apprendre des techniques dans mon métier de kiné. Et puis, donc, j'ai fait la formation et après, pendant la formation, donc, ils se sont séparés. Marc Bozetto a créé Atman et Bénichou a créé la MTM. Et il a rejoint, à ce moment-là, il a enlevé le terme ostéopathie de sa formation en parlant de thérapie manuelle et en faisant une spécialité de kiné. Et là, ça ne me correspondait pas. Donc après avoir eu mon diplôme de la MTM, j'ai frappé à la porte du seul ostéopathe qu'il y avait sur Bordeaux, qui s'appelait Bernard Gabarel. Et Bernard Gabarel m'a proposé de venir à son cabinet et d'intégrer son école qui était à Paris, qui s'appelait l'IWGS, dirigée par Régis Godefroy, avec tout un tas voilà, d'ostéopathes français. Et donc, j'ai passé mon diplôme en 84 et j'ai arrêté la kiné à ce moment-là. J'ai rejoint le cabinet de Bernard Gabarel. Et, euh, et à ce moment-là, Bernard Gabarel est parti donc, au Portugal s'installer. Donc, je me suis retrouvé à la tête d'un gros cabinet d'ostéopathie en 84. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je continue à raconter l'histoire. C'était le début du registre des ostéopathes. J'avais fait mon mémoire avec l'aide du patron du service de neurologie de l'hôpital sur l'intérêt de l'ostéopathie dans les céphalées subjectives post-traumatiques. Autrement dit, donc quand il y avait dans sa consultation de neurologie des gens qui venaient pour maux de tête et que dans les antécédents, il n'y avait rien de neurologique, mais qu'il y avait eu un coup du lapin, un traumatisme, il me les Mhm. envoyait. Et il y avait vraiment des résultats intéressants. Donc, j'ai publié une étude par rapport à ça. Et donc, voilà, et j'ai continué. Puis, j'ai participé à la formation à la fondation de l'Académie d'ostéopathie aussi, qui avait été lancée par Jean-Pierre Barral, Jean-Pierre Gugliani. Et donc, on était une soixantaine pour essayer qu'il y ait une reconnaissance de l'ostéopathie. Et puis, parallèlement, donc, j'ai rencontré, on a fait venir à Paris John Upledger, qui était un ostéopathe américain qui s'intéressait aux émotions. Et moi, j'avais bien conscience que les émotions étaient une partie importante de notre travail. Donc, j'ai suivi l'enseignement de John Upledger pendant des années en allant en Floride. Et puis après, grâce
à Jean-Pierre Barral, donc, et Patrick Féval, donc au SIDO à Saint-Étienne. On a fait venir John Upledger et on a commencé une formation post-graduée sur le côté émotionnel. Et puis, parallèlement, comme l'ostéopathie était toujours illégale, hein, le Code de la santé publique interdisait aux non-médecins de faire de l'ostéopathie, j'avais vraiment envie que ça rentre dans la légalité en France. Et donc, j'ai fait un challenge. J'ai présenté le troisième concours de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et donc, j'ai eu une bourse pour ce faire. J'ai arrêté mon cabinet et je suis rentré à l'Institut de sciences politiques de Bordeaux pour me former en droit, en économie, en culture générale, pour passer ce concours. Et donc, j'avais une bourse du Premier ministre de l'époque qui s'appelait Michel Rocard et dont la fille faisait partie des premières promotions de temps plein à Atman. Donc, il était sensibilisé à ça. Et le père de Michel Rocard avait beaucoup écrit sur le magnétisme aussi. Donc, il était sensibilisé à tout ça. Et quand j'ai passé le concours donc de l'ENA, le Premier ministre a changé, c'est M. Balladur qui a été nommé, et l'Ordre des médecins est intervenu en empêchant que je puisse rentrer à l'ENA, en disant que j'étais un illégal, puisque je n'étais pas médecin, que je faisais ça. Donc mes notes ont été baissées, et je me suis retrouvé à revenir à Bordeaux. Et à l'époque, à Bordeaux, j'avais été soutenu par le maire de l'époque qui s'appelait Jacques Chaban-Delmas. Et là, il avait été remplacé par un jeune maire qui s'appelait Alain Juppé, qui venait, quand il était ministre du Budget, de faire voter la, le paiement de la TVA pour les patients des ostéopathes. Et donc, voilà, qui n'était pas du tout favorable. Et l'Ordre des médecins a déposé une plainte pour exercice illégal de la médecine contre moi. Et donc, j'ai eu un procès en 92. À l'époque, il y avait d'autres ostéopathes en France qui avaient des procès. Et en première instance, on a été relaxé. Et en appel, l'Ordre des médecins a fait appel. Et en appel, on a été condamné. Donc ça a été encore un choc. Mais pareil, toujours dans la vie, hein, il y a il faut prendre les histoires comme elles viennent. Dans les attendus du procès, il a été dit que euh, ce, les résultats du procès devaient être publiés dans le journal local qui s'appelle Sud-Ouest. Et la journaliste dans le Sud-Ouest a écrit que j'étais condamné pour guérir les gens que les médecins ne savaient pas guérir sans être médecin. Et donc ça a rempli le cabinet. Donc, alors que M. Juppé m'avait conseillé d'aller m'installer en Espagne pour ne pas nuire à sa ville, euh, je me suis retrouvé avec... voilà. Donc, très vite, il y a d'autres collègues qui sont venus au cabinet. On s'est retrouvé à 5 ostéopathes parce que tout le monde voulait être soigné par nous sans comprendre bien ce qu'il y avait. Donc là, on était en 94 et effectivement, en 2002, la loi sur l'ostéopathie donc, a permis, et je pense que c'est l'évolution de la jurisprudence de toute notre génération, tous les procès, tout ce qu'il y a eu, qui a fait que la loi sur l'ostéopathie a été actée. Voilà. Donc, du temps de Bernard Kouchner comme ministre de la Santé. Et il se Mhm. trouvait que j'avais été à Médecins sans frontières pendant longtemps avant, avec Bernard Kouchner, donc que j'avais côtoyé. Donc tout ça, ça a aidé et c'est voilà, Bien sûr. tout la façon dont cette loi sur l'ostéopathie est passée aussi, c'était incroyable. Ça a été un alinéa, l'alinéa 75 de la loi, qui a été voté à 2 heures du matin alors qu'il n'y avait plus personne à l'Assemblée nationale, notamment aucun médecin pour faire un veto à cette loi. Donc cet alinéa 75 de la loi de 2002, là, de mars 2002, ça s'est fait comme ça. Et depuis, on est toujours sous cette loi-là qui a donc permis le titre d'ostéopathe partagé entre des médecins ostéopathes, des kinés paramédicaux ostéopathes et des ostéopathes de formation initiale. Ça a été Mhm. le début de l'ostéopathie. Et en même temps, donc, au sein de l'académie de l'ostéopathie où j'étais, après ça, donc j'ai postulé, j'ai été envoyé par l'Académie d'ostéopathie et le ROF pour la création de la première
association internationale d'ostéopathie qui s'appelait le WOO, World Osteopathic Health Organization, donc, et je suis resté 6 ans au bureau de cette organisation mondiale de l'ostéopathie où j'ai pu côtoyer tous les grands ostéopathes de l'époque et où on a pu participer donc avec à l'OMS au premier document sur l'ostéopathie qui est fait toujours, qui est toujours d'actualité, dont la principale rédactrice était Jane Carrero, une formidable ostéopathe américaine. Et, et moi, j'étais un petit participant dans ce travail-là. Donc, parallèlement, après tous ces éléments-là, donc une autre étape qui était importante, c'est que euh, j'intégrais les émotions. On y reviendra peut-être dans mon travail, ce que beaucoup d'ostéopathes n'étaient pas d'accord en disant qu'il faut rester dans la structure et que le psycho et les émotions, ça ne faisait pas partie de l'ostéopathie. Donc ça a été mon combat pendant longtemps. Et puis, j'ai entendu parler d'ostéopathie biodynamique et je suis allé me former avec James Gellus au Pays de Galles à l'époque, où on allait faire suivre des phases, ça au Pays de Galles en anglais. Et ça a été un autre tournant très important dans mon approche, de savoir qu'il y a une ostéopathie biomécanique qui utilise des forces extérieures, je dirais, dans son travail, et une ostéopathie biodynamique où on va utiliser la puissance inhérente qui est à l'intérieur de nous. Et on en viendra, pour moi, les deux ne s'opposent pas, mais ces deux facettes, la polarité d'une ostéopathie masculine, féminine, et toutes les deux, on peut arriver à une troisième facette, un équilibre, un tiers inclus, je dirais, qui est en lien avec la circulation et le cœur, et là où j'en suis maintenant. Super. Bah, déjà, pour résumer un petit peu ce que tu as dit, on voit que l'ostéopathie, c'est très intéressant parce que il y a des études, des sondages qui démontrent que les ostéopathes, en fait, ils travaillent via le bouche à oreille. Souvent, c'est des patients, en fait, qui parlent de leurs ostéopathes. Et c'est comme ça que d'où vient que les gens, en fait, viennent à l'ostéopathie, connaissent l'ostéopathie, bien plus que les recommandations de médecins. Et on voit que c'est très intéressant parce que, comme tu l'as dit, avec toutes les associations que tu as formées, etc., et au niveau politique, ce qui a mené vers la légalisation en France, tout le temps, c'est toi qui connaissais le maire, Jacques Chaban-Delmas, de Bordeaux. Ensuite, tu y es allé un petit peu, enfin, un peu plus tard avec Bernard Kouchner. Et on voit que finalement, chacune de ces personnes connaissait personnellement l'ostéopathie. Et c'est une fois qu'on connaît l'ostéopathie via un ostéopathe, souvent, on va d'un coup valider la chose. Et Bernard Kouchner, il me semble que c'était un médecin de base. Ou peut-être qu'il Oui, devait oui, connaître l'ostéopathie, voilà. Et comme il savait que ça gastro-entérologue. marchait, Ouais. Mhm. comme il savait que ça marchait, en fait, il le fait, il le rend légal, on va dire, parce qu'il en a les pouvoirs. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça que fonctionne l'ostéopathie. Donc après, pour ton échec malheureux en médecine, on peut presque leur dire, enfin, on peut carrément même, je pense, dire merci au calendrier de ton tournoi d'aviron qui a permis que peut-être tu révises un petit peu moins et que tu n'as pas pu finir médecin pour être ostéopathe. Et je pense que, bon, moi, ça m'est arrivé aussi de louper le concours de médecine, pas dans les mêmes circonstances, mais par manque de travail également. Et je pense qu'il y a énormément d'ostéopathes qui ont loupé médecine, et même dans les anciens. Et on voit que finalement, peut-être que c'est un bien, ça permet d'avoir des gens motivés à faire un concours, etc., et qui on retrouve en ostéopathie et qui vont pouvoir la faire grandir. Donc c'est très bien. Donc toi, tu as évoqué Pledger. Euh, et à la fin, tu as parlé de la biodynamique, donc pas pour les grands courants de l'ostéopathie. Quand tu as découvert le biodynamique, euh, tu parles de l'énergie qui vient de l'intérieur pour faire le travail. Mais est-ce que finalement, c'était pas déjà Pledger, ne vous en avez pas parlé? Est-ce que quand vous l'avez vu, il ne vous parlait que de l'ostéopathie somato-émotionnelle, ou est-ce qu'il vous parlait aussi de la thérapie crânio-sacrée? Il me semble que c'est lui qui l'a fondé hein, aux États-Unis. John Le Pledger, il a une place un peu à part dans le monde ostéopathique et à la fin de sa vie, il a été rejeté par les ostéopathes américains et il était parce que effectivement, lui,
il a commencé donc comme ostéopathe. C'est en faisant un stage, une formation d'ostéopathie crânienne, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment à ouvrir autre chose. Et puis, il a accompagné un chirurgien, un neurochirurgien, et en voyant un cerveau ouvert, il a dit, mais il y a vraiment des rythmes différents dans le cerveau, et ça intéresse personne, ces rythmes-là. Et les chirurgiens, ça ne les intéressait pas. Donc il est parti de là et il a commencé à vouloir développer tout ça, faire de la recherche scientifique. Après, il a fait une autre recherche qui a été euh, très controversée. Il a, pour des gens qui étaient accros à certaines drogues, il a proposé de mettre du sucre, de mettre du placebo dans des médicaments, et ça avait un effet sur les gens. Les gens arrivaient à être moins accros à leur drogue en prenant le médicament spécial qu'il donnait. Et il s'est fait une réputation importante en Floride, là où ils étaient, en donnant du placebo. Et malheureusement, il y a quelqu'un, un journaliste, qui l'a dénoncé, et il a eu des ennuis parce qu'on a dit que, voilà, que le médicament spécial du docteur Pledger, c'était du placebo. Et du jour au lendemain, ça marchait moins bien avec les gens. Et lui, il a été vu comme quelqu'un de négatif. Voilà. Donc, Mhm. il a continué comme ça. Son évolution, ça a été ça. Et puis après, donc, d'intégrer les émotions dans le travail. euh, Avant d'intégrer les émotions dans le travail, voilà, il a, il a développé ce qu'il appelait donc la thérapie crânio-sacrée. Alors là aussi, il a été controversé parce que dans son premier livre, Thérapie crânio-sacrée, il n'y a aucune référence à l'ostéopathie, aucune référence à Steele, à Sutherland, etc. Et il a dit, je suis l'inventeur de la thérapie crânio-sacrée. Et à partir de là, il y a eu une rupture. Et après, donc, d'ajouter les émotions dans le travail, hein, il a beaucoup voilà, œuvré dans ce sens-là. Pareil, il a dit qu'il avait inventé ça. Et moi, je l'ai rencontré à ce moment-là, où il était venu à Paris faire une présentation de l'ostéopathie somato-émotionnelle, où là aussi, ça a été très controversé. Hein. Moi, je me suis inscrit à cette formation, je me souviens, c'était à l'hôtel Royal Monceau, près de la place de l'Étoile à Paris. Quand je suis arrivé, il y avait une queue, je pensais qu'on allait être 20, comme ça, comme dans les formations post-graduées. Et il y avait peut-être 200 ou 300 personnes qui venaient là. Et on payait comme un stage post-gradué. Donc beaucoup de gens étaient furieux. Il y avait tout le monde, tout le Gotha de l'ostéopathie de l'époque qui était là pour venir voir Pledger. Donc on était dans une salle trop petite, il ne pouvait pas bien montrer ce qu'il faisait, etc. Beaucoup de gens pensaient que c'était une personne à Afrique, quoi, un Américain qui venait gagner de l'argent. Et moi, par contre, je pensais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, je lui ai donné je me suis approché de lui et je lui ai donné ma carte et en disant que je voulais apprendre avec lui. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été, voilà, pour faire bref, donc pendant plusieurs années, j'étais en Floride apprendre avec lui cette approche somato-émotionnelle, donc qui fait partie de l'ostéopathie, je pense. Mais l'ostéopathie elle-même, je ne veux pas aller trop loin. Steele, dans ses livres, dans ses 4 livres, jamais il y a une référence non plus. Mhm. Sutherland, dans ses livres, jamais il y a une référence non plus. Donc après, il y en a qui ont continué comme ça, hein. Jean-Pierre Barral, il n'y a pas beaucoup de références dans ses livres non plus. Donc Appledger, il a continué, chaque génération euh, continue sans avoir une approche vraiment scientifique telle qu'on la souhaite maintenant. Mais néanmoins, pour moi, cette approche somato-émotionnelle a été une avancée importante. Et tu penses que pour le coup, c'est vraiment lui qui l'a inventé, l'approche somato-émotionnelle, ou quelles sont ses influences? Est-ce qu'il a fait des pratiques méditatives, des choses qui auraient pu lui faire connaître cette approche, de l'hypnose peut-être? Euh, je ne sais pas exactement. C'est une bonne question. J'ai pas de, je vais recreuser ça. Quelles étaient les influences au niveau émotionnel de Upledger? Moi, je pense que c'est venu simplement dans son travail crânio-sacré, quand il a commencé à rentrer dans les tissus, d'avoir une approche Mhm. faciale, il s'est rendu compte que les gens avaient des réactions émotionnelles et il a proposé aux gens de verbaliser. C'est ça qui a été nouveau pour moi, Voilà. c'est trouver les moments
où il y a une verbalisation. Et il n'y avait pas beaucoup de gens avant lui qui avaient travaillé là-dessus, sur ce côté verbalisation. Alors il y a eu d'autres approches au niveau avec donc des approches au niveau des tissulaires, des approches sur, voilà, des psychologues qui rajoutaient du toucher. Donc il y en avait différentes approches qui existaient déjà, comme Eugène Gandelin, comme voilà, d'autres. Enfin, voilà, il y avait d'autres approches qui existaient, mais il a pas pour moi, c'est lui qui a eu l'originalité de rajouter cette notion de verbalisation qui se fait, c'est pas une psychothérapie, hein, c'est juste au moment où les gens sont dans un état de calme, hein, de stillness, de calme, à ce moment-là, on leur propose de verbaliser. C'est-à-dire que tout ce qui est stocké dans notre cerveau limbique émotionnel au niveau de l'hippocampe et puis des amygdales, de toute cette région-là, et donc de le corticaliser, de mettre des mots, ça permet de changer l'information dans le cerveau. C'est ça que je trouve qui est extraordinaire, et de se libérer de choses qui sont non dites, qui sont inconscientes. La verbalisation permet vraiment de somatiser les choses, et ça, il y a des reflets, il y a des répercussions au niveau du corps. Et donc, en scannant le corps, on peut avoir des tas d'informations. C'est extraordinaire comment on peut développer les perceptions pour arriver à avoir des informations. C'est-à-dire que pour enlever tout ce stock d'inconscient, 80% de nos pensées sont liées au passé. On n'en a pas besoin. Donc, c'est tout ça qu'on peut déstocker. Et pour utiliser, pour ce faire, on a un outil qui est extraordinaire, qui sont nos mains. Et donc, c'est partir des mains pour scanner le corps et voir, percevoir, en développant donc cette perception subtile, percevoir les informations qui, euh, qui peuvent remonter, et de verbaliser, ça permet de le libérer, quitte à ce que les gens après puissent aussi faire des actes magiques, comme disait Jodorowsky, enfin font des actes pour mettre des mots sur la libération qu'il y a. Et voilà. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait lié à l'approche psychosomatique qui se développe beaucoup. Ce n'est absolument pas de la magie, ce n'est pas quelque chose. Voilà. Donc, Ouais, et alors je pense que c'est extrêmement intéressant que tu le verbalises justement, parce que le fait que je pense que c'est le terme qui fait peut-être peur à certains, c'est-à-dire ostéopathie somato-émotionnelle. Euh, Dès que le terme émotion est impliqué quelque part dans une chose médicale, enfin dans le soin, et bien comme effectivement nous ne sommes pas psychologues, euh, je pense que ça fait peut-être peur à certains. Mais sauf que en pratique, finalement, c'est basé énormément sur la verbalisation. Donc, potentiellement, tu poses des questions, le patient te répond. Donc, tu sais si effectivement, face à cette douleur d'épaule ou de bassin, il y a un événement, peut-être une émotion, une peur, une crainte qui a été maintenue, etc. Et tu vas le faire verbaliser pour le patient pour qu'il se rende conscient qu'effectivement, sa lombalgie, depuis cette chute sur les fesses, où elle a eu où la personne a eu un grand effroi, on va dire, sur le moment, eh bien, peut-être que ça peut aider euh, de le verbaliser, ce qui est effectivement des choses qui sont employées totalement, pas evidence-based quand même pas, mais c'est employé tout le temps par les psychologues déjà et par les hypnothérapeutes. Donc finalement, on est à l'orée scientifique où on s'intéresse de plus en plus à ces thérapies corps-esprit, ou plutôt de l'esprit, il me semble que c'est classé comme ça, dont l'hypnose, c'est totalement validé, hein. On l'emploie, il me semble qu'il y a des chirurgies qui ont été faites sans anesthésie, avec une anesthésie d'hypnose, donc on sait que ça fonctionne, on sait que le verbe, le fait de parler à quelqu'un, de suggérer, de rassurer, de faire répéter, etc., on sait que ça a un pouvoir. Donc finalement, peut-être que les gens, si le terme somato-émotionnel qui fait peut-être un peu peur,
dans la description des formations, voilà, dire que c'est basé finalement sur les nouvelles découvertes neuroscientifiques, de l'hypnose, du biofeedback ou je ne sais quoi d'autre. Et finalement, peut-être que ça rassurerait les gens. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien de le dire parce que je pense que même pour moi, avant que tu le dises, j'avais un peu du mal à savoir ce que c'était. Après, tu as abordé aussi le fait qu'il y a une certaine palpation peut-être du côté émotionnel. Ça, on va dire, effectivement, voilà, ça peut faire sourire, ça peut faire peur à certains. Euh, et toi, alors, bah, si tu veux préciser un petit peu cela, est-ce que toi, tu arrives à sentir quand une épaule est bloquée d'une manière purement mécanique ou d'une épaule bloquée via un stress, une émotion, ou est-ce que juste et en posant les questions aux patients que tu arrives à faire le lien via l'anamnèse? Toi, c'est par des questions, une palpation ou par une anamnèse? Donc déjà, par rapport aux neurosciences, donc les progrès des neurosciences, là, ces dernières décennies sont incroyables. Et un des neurologues qui a beaucoup fait avancer ça, il s'appelle Antonio Damasio. Il avait écrit L'erreur de Descartes en disant que notre corps, il n'est pas séparé entre le côté psychologique, mental et le côté physique, entre la matière et l'esprit. Il n'y a pas de séparation, tout est relié. Et c'est ça que on rejoint l'ostéopathie. Donc pour moi, ça rejoint vraiment l'ostéopathie. Et depuis, donc il y a beaucoup de neurologues voilà, qui ont travaillé là-dessus. Donc effectivement, au niveau scientifique, l'approche psychosomatique et l'importance du mental et des émotions dans notre vie sont maintenant complètement validées, je dirais. Et après, donc, l'originalité de notre approche, c'est qu'on part de la main. C'est-à-dire qu'au lieu de penser que c'est le cerveau qui va programmer, comme quand on apprend une technique, on part du cerveau et on va appliquer la technique, hein, ce que modèle de top-down, disent les anglo-saxons, c'est-à-dire voilà, un modèle déductif. C'est comme ça qu'on a appris à l'école. À l'école, il y a un professeur qui dit quelque chose, nous, on doit répéter ce qu'a dit le professeur et on a une interrogation, on a une mauvaise note si on ne répète pas exactement ce que dit le professeur. Donc ce modèle-là, c'est le modèle qui existe dans la science actuellement, mais il y a une autre approche qui est plutôt partir de l'expérience, de ce que l'on sent sous les mains, et je n'oppose pas les deux sont complémentaires, qui est plutôt lié à l'intuition, donc qui est une approche inductive. Et moi, je sollicite plutôt ça, de partir de la main, de ce que l'on perçoit avec la main, développer nos perceptions pour informer notre cerveau. Donc le cerveau, c'est juste un terminal d'ordinateur qui a une puissance incroyable, infinie, mais qui n'est pas un génie. C'est pas lui qui invente le cerveau. Il fait que reproduire les informations qu'on lui donne. Donc quand on a été éduqué d'une certaine façon, on reste dans la boîte et on reproduit ce qu'il y a dans la boîte. Et là, donc, nous, ce qu'on propose, l'ostéopathie, ce que l'ostéopathie propose, ça qui dérange, c'est de penser aussi en dehors de la boîte. Et ça, je trouve que c'est merveilleux. On n'est pas dans un système fermé, mais dans un système ouvert. Et là, pour l'instant, la médecine basée sur l'épreuve est un peu dogmatique en restant dans un système fermé et et on est puni si on n'est pas dans ce système-là. Pour moi, c'est la fin de quelque chose, d'une ère. On vit dans une fin de cycle de quelque chose. Et beaucoup de scientifiques maintenant avancent en acceptant donc cette ouverture qu'il y a. Donc la, la science maintenant, telle qu'elle est décrite, elle est acceptée avec une partie de la science qui est basée sur les faits, statistiques, etc., mais qui est basée beaucoup sur la chimie, alors que nous, on a une approche qui est biophysique, manuelle. On a oublié un peu ce côté biophysique, mais elle s'appuie aussi sur l'expérience des praticiens. Et nous, moi, ça fait 44 ans que je travaille tous les jours à toucher des gens, donc on a une expérience quand même qu'on ne peut pas remettre en cause par rapport à ça. Et le troisième élément qui doit être pris en compte, c'est la satisfaction des patients. Et en France, 84% des patients plébiscitent l'ostéopathie. Alors même s'il y a vraiment en ce moment des gens qui reviennent sur ce qu'on fait, je pense qu'il faut prendre en compte ces trois éléments. Donc la neuroscience est en train de prouver l'importance du toucher, de la palpation, des perceptions, et ça, mais il y a aussi notre expérience et la satisfaction des patients.
Donc sur tout ce qui est toucher, perception, on n'en est qu'au balbutiement de l'ostéopathie. Pour moi, on n'en est qu'au début de nos capacités de percevoir avec les mains. Le toucher, c'est une façon d'utiliser un des cinq sens qu'on a avec la vue, l'ouïe, l'audition, l'odorat. Mais le toucher avec une intention cognitive, c'est palper avec une intention. Et au-delà de la palpation, si on ouvre à d'autres sens, c'est-à-dire d'inclure tout ce qui est l'imagination, d'inclure les parts d'ombre, d'inclure donc nos vies, d'inclure tout ce qui se passe à l'extérieur aussi en ce moment dans la pièce dans laquelle on est influencé par les champs d'information qui sont présents. Donc là, on rentre dans un monde perceptuel, de perception, dont on connaît juste qu'un tout petit peu. Et avec Upledger, j'ai creusé dans cette dimension-là. Et en s'inspirant de Upledger, il a été le premier à m'inciter à aller travailler dans l'eau. Et donc, on a travaillé avec des dauphins dans l'eau. Et c'était extraordinaire tout ce que ce système de perception a pu être développé en étant dans l'eau, qui est notre élément naturel. Après, donc de percevoir dans l'air, aussi l'air dans lequel on respire, hein, nous amène des éléments. Et après, donc, la notion de lumière qu'on peut percevoir avec les mains. Et là, on en est qu'au tout début, hein, de développer, les scientifiques en sont qu'au tout début de développer l'importance de la lumière et notamment les photons qui sont sécrétés par le cœur. Donc, ça joue aussi dans notre perception. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas d'opposer, encore une fois, le côté mécanique ou le côté biodynamique et la lumière. C'est juste accepter de passer du 2 au 3, je dirais. Dès qu'on est dans un monde dualiste, on se bloque, on se ferme. Alors que d'accepter qu'il y a une ouverture, que c'est plus que ça, c'est ça qu'apporte l'ostéopathie. Et c'est pour ça que les gens sont si favorables à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que ça suscite beaucoup de critiques aussi. Donc à nous aussi, en même temps, un autre élément quand même sur lequel je vais insister, de faire attention qu'on transmet, moi le premier, des, des éléments, des éléments qui sont pas scientifiquement acceptés. Dire les os du crâne bougent, qu'on remet une vertèbre, etc. Tout ça, c'est plus acceptable maintenant, alors que ça avait été dit de cette façon-là. Donc à nous de bouger, de quitter ces mythologies, comme en parle Pierre-Luc Lermite, hein, avec justesse. Hein. Il faut quitter ces mythologies et nous adapter notre discours à quelque chose qui est formidable et, voilà, qui est, et qui va, pour moi, je suis sûr, qui est une partie de la médecine au XXIe siècle qui va se développer. Mhm. Ben, super, là, dans cet entretien, déjà, tu nous as parlé vraiment du début de l'ostéopathie où finalement, on apprenait, toi, par compagnonnage avec Upledger, ou alors les gens allaient voir dans des postgradués pour connaître un petit peu plus de l'ostéopathie, même Upledger qui a connu l'ostéopathie via un cours sur que le crânien. Donc, on voit que ça a été vraiment du compagnonnage, de la formation en petit comité, etc. Et là, tu fais le lien avec finalement la science, les sciences. Donc, effectivement, on voit bien sûr les études randomisées double aveugle, qui sont le gold standard, comme on dit, de la science, mais tu as commencé à évoquer aussi le sondage, il me semble que c'est Odoxa qui l'a fait, sur l'ostéopathie, où il y avait les 84% de, de satisfaction des patients qui venaient voir les ostéopathes ou qui les recommandaient en tout cas. Tu as parlé aussi de d'autres sciences, les neurosciences, etc. Et c'est vrai qu'il y a d'autres, en fait, il y a plein de domaines dans la science. Et il y en a un qui est intéressant, ce sont toutes l'épistémologie, la philosophie, etc., qui sont aussi hein, finalement des domaines qui peuvent, même l'histoire, peuvent être étudiés de manière scientifique. Et il me semble que tu as suivi le DU de, de philosophie de l'ostéopathie à l'Université catholique de Lyon, où d'ailleurs le docteur Pierre-Luc Lermite était professeur, il me semble, d'un des UE, je ne sais pas comment on appelle cela. Donc peut-être tu peux nous parler, si tu veux, de ce DU de philosophie de l'ostéopathie qui est finalement, même s'il y a le terme philosophie, ça reste quand même une approche universitaire et assez
sérieuse, justement, de l'ostéopathie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler quelques moments? Au moins, on aura fait le lien entre vraiment le compagnonnage et l'empirisme du début et jusqu'à ce que l'ostéopathie, pour la première fois, il me semble, était entrée à l'université. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours été intéressé pour euh, apporter de la lumière et de la compréhension à tout ce que je faisais, à pas partir dans des choses cachées. Pour moi, tout doit être mis à la lumière quand c'est le moment et quand les gens sont prêts pour le recevoir. Et donc, partir de notre expérience, de ce que l'on sent sous les mains, et petit à petit de décoder tout ce qu'il y a, je trouve que c'est magnifique. Donc les perceptions, j'ai dit, c'est pas uniquement la palpation en utilisant les cinq sens, c'est utiliser beaucoup plus avec les parts d'ombre, avec tous les éléments qu'il y a en lien avec la nature, etc. Donc la perception, en fait, sont des signes, c'est une langue, c'est une nouvelle langage. Et ce que l'on doit, c'est interpréter ce nouveau langage. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pour ça que je me suis tourné vers le DU de philosophie de l'ostéopathie, parce que je me suis dit, comment arriver à avoir un langage qui corresponde, qu'on puisse partager avec les autres, avec les gens qui ne sont pas avec nous, puisque notre vocabulaire paraît ésotérique et ne correspond pas. Et de plus en plus, je ne mets pas des mots, mais juste, c'est par la preuve, elle est par mon travail, plutôt que par... Je suis un praticien, je ne suis pas un théoricien ni un philosophe. Donc c'est pour ça que j'ai frappé à la porte du DU, où donc le docteur Jean-Marie Guelette donc, a monté, qui était à la fois donc responsable de la chaire d'éthique à l'université UCLI de Lyon, mais qui est en même temps docteur en médecine, docteur en histoire, docteur en théologie, donc il est dominicain, il est, donc il a toutes ces facettes et il s'intéressait à ce qu'on faisait. Et c'est très intéressant parce que l'idée lui est venue parce qu'il a été à un mariage dans sa famille où il y avait un jeune neveu qui faisait sa formation d'ostéopathie. Et il lui a demandé de lui expliquer ce qu'il faisait. Et il a dit, mais tout ce que tu dis, c'est incompréhensible pour moi. Et donc, son jeune neveu lui a dit, bah, peut-être vous pourriez appeler Pierre Tricot, donc un formateur en ostéopathie. Et Jean-Marie Guelette, tout professeur d'université, docteur et tout ça qu'il est allé suivre une formation postgraduée de Pierre Tricot, où il se retrouvait dans une pièce pendant 3 jours, où les gens utilisaient un langage qu'il ne comprenait pas du tout, mais il s'est rendu compte que sous ses mains, il se passait des choses. Et c'est à partir de là qu'il a eu l'idée de dire il faut que ces deux mondes se côtoient. Et il a monté ce DU. Et donc j'ai passé une année magnifique avec des philosophes, des jurys, voilà, surtout des philosophes, et donc qui ont essayé de nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils nous mettaient en pratique comme ça dans la salle, on se mettait sur une table, on posait les mains sur quelqu'un et ils nous disaient, les profs de philo, ils nous disaient maintenant, mettez des mots sur ce que vous faites. Et c'est très compliqué d'arriver à ça. Donc, il y a toute une équipe maintenant, hein, tout un groupe qui continue à travailler, hein, issu du DU de philosophie, pour essayer de mettre des mots sur ce que l'on fait. Et voilà, donc je continue à travailler avec ce groupe, à essayer de mettre des mots. Et je pense que c'est par cette voie-là, effectivement, qu'on arrivera à connecter les différentes approches. Quels sont les membres de ce groupe et comment ils s'appellent, si tu as le... Donc le groupe, tout d'un coup, j'ai plus le nom, je vais revenir à. Attends, c'est juste. J'ai plus le nom du groupe là, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, mais Bon, c'est pas grave, à la limite, ouais, tu me le diras par mail et je le juste, rajouterai ouais. si possible. Non, mais je vais te le donner Tu là, peux le puisque trouver, ouais. sur WhatsApp, je vais te retrouver le nom de ce groupe. On est tout le temps en train de- En pleine émulation, vous êtes en train de travailler ensemble, c'est de discuter, c'est très intéressant, hein. Parce que Oui, c'est j'imagine ça. qu'il y a...
et de se réunir régulièrement. Voilà, le groupe s'appelle CORPS, CORPS, hein, Ok. et, Corp, et dans les principaux, donc, voilà, Charlotte, je ne sais plus son prénom, donc, Ah oui, elle a fait un des articles, il me semble, de mythologie ostéopathique, non? voilà, c'est ça. Ouais. Donc, C'est pas Goob, Charlotte Goob, non? Gounel, Goon. oui, voilà. Ouais, 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 je me souviens. Gounel, donc, Ouais. c'est elle qui est la principale animatrice de ce groupe, voilà, qui a, mais donc avec, voilà, il y a Laetitia Martin-Borella qui a écrit sur un article justement sur le langage en ostéopathie. Il y a Dominique Jacquin aussi qui a travaillé depuis longtemps aussi. Emmanuel Protière qui a fait partie du groupe Émergence aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche qui a été faite aussi autour de la notion d'émergence, qui est un concept que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que un plus un, ça ne fait pas 2, hein. 1 plus un, ça ouvre à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça mon idée de l'ostéopathie, hein, de développer ce côté-là. Donc il y a des nouvelles fonctions. Si on amène des ingrédients pour faire un gâteau, les qualités du gâteau sont différentes des qualités de chacun des ingrédients. D'accord? Ça apporte des saveurs différentes, ça apporte des éléments différents. Et bien là, c'est la même chose, de penser que dans l'ostéopathie, donc il y a tout un tas d'éléments qui, qui permettent donc d'avoir une vision différente du lien de causalité. Il n'y a pas de système direct cause à effet. Il peut y avoir une rétroaction. Donc ça, il y a la notion de survenance, c'est-à-dire que quand on travaille avec un patient, de temps en temps, il se passe des choses qui sont incroyables qu'on n'avait pas prévues. Et les gens, ils reviennent, ils disent, je suis venu parce que j'avais mal au dos, mais depuis que je vous ai vu, j'ai plus mal au ventre. Bon. Donc tout ça, ces éléments sont présents dans l'ostéopathie et dans l'evidence-based, on ne peut pas, ça rentre pas dedans. Donc, ces groupes de réflexion sont très importants. Donc, il y a Pierre-Luc Lermite qui est important aussi. Par rapport à l'histoire, il y a Victor Lopez aussi, hein, qui fait un travail vraiment très intéressant par l'histoire. Et puis, voilà, de nombreux autres participants. Mais je suis très optimiste si, par ce côté évolutif de l'ostéopathie qui va permettre de sortir par le haut. euh, dans- Bien sûr. Bah, d'ailleurs, tu parlais de Victor Lopez qui avait fait récemment une conférence sur les liens entre l'ésotérisme, il me semble, et style, en fait. ouais. Donc, à l'Académie de l'ostéopathie, je pense que si les gens sont intéressés, ils peuvent prendre le replay, hein, il me semble. Donc, c'est intéressant parce qu'il parlait qu'il avait des influences un petit peu amérindiennes et aussi finalement les États-Unis de l'époque étaient très influencés par des courants comme de Helena Blavatsky sur non, c'est pas la théologie, non, c'est La euh, théosophie et la théosophie, voilà, c'est théologie. ça. Et puis Voilà, aussi, Christian Science sur tout ça. Ouais. voilà, le Mesmer aussi qui avait inventé le magnétisme minimal ça a influencé énormément de gens, de médecins, etc. de l'époque. Et donc, toi tu connais ce genre de courant ésotérique euh, tu nous parlais finalement au début, lors de malheureusement le décès de ton père, tu as commencé à ouvrir tes perceptions, etc. au monde. Tu voyais les choses de manière différente. Il me semble dans une interview récente que tu m'as envoyée, euh, tu parlais aussi que tu comprenais, tu avais l'impression de comprendre ce que disaient les oiseaux, etc. Toi, tu t'es intéressé à ce courant, à l'ésotérisme un petit peu? Oui, alors je pense que donc dans le mot ésotérique aussi, pendant longtemps, ça a été associé à la gnose, à tout. Donc ça veut dire qu'il y a seulement les initiés qui peuvent comprendre ce qu'il y a, etc. Mais je pense, moi, que quand le moment est venu, on peut ouvrir nos ailes et avoir d'autres informations. Maintenant, on, on- on peut aller sur la Lune, on va aller sur Mars. On sait qu'il y a des milliards de systèmes solaires dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Peut-être on en parlera. Donc avec Jean-Claude Guimberteau, on a vu tout ce qui se passait. Donc d'accepter qu'on peut ouvrir nos ailes aux choses. Et je pense qu'il y a des gens qui avaient des intuitions de ça. Et certains ont voulu maintenir le côté ésotérique, ça voulait dire que c'était caché. Mais c'est pas uniquement, c'est parce que les gens n'étaient pas prêts à recevoir ça. Donc moi, je pense effectivement qu'on a
tout le monde a des perceptions, a des choses étonnantes, des synchronicités, disait Jung. Hein. On pense à quelqu'un, on l'appelle voilà, au téléphone et l'autre nous dit, ah ben j'allais t'appeler. Des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses sans aller chercher voilà, sans aller chercher des choses voilà, très cachées, je pense. Bien Donc, sûr. effectivement, Victor Lopez a fait une belle conférence pour expliquer ça aussi, donc ce côté qui est euh, lié à un certain mysticisme, hein, donc une façon de percevoir. Donc, je pense tout à fait, encore une fois, que nos perceptions sont bien plus larges que ce que l'on veut. Un petit bébé à la naissance, il perçoit tout un tas de choses incroyables. C'est pour ça que c'est important de traiter les bébés aussi, d'être en contact avec le bébé à la naissance. Et petit à petit, on oublie certaines choses parce que on est dans un moule, on est éduqué, on a une culture, on a une façon de penser qui nous empêche de penser en dehors de ce moule. Et Steele, il était ce genre de personne qui pensait en dehors du moule. Donc effectivement, dans les années 1855, il a passé 1 ou 2 ans dans une réserve indienne avec ses parents. Il a, il, il parlait l'indien. On a vu au musée de Kirchville, hein, il y a le, le tapis sur lequel qu'il mettait sur sa table, c'est un tapis indien. Euh, il y a une lettre qui a été retrouvée de sa fille blanche qui est écrite dans la langue donc des Indiens. Donc tout ça, il a été influencé par ça, par ça. Il a été influencé par plein de gens. Il a été euh, influencé par voilà, des tas de courants qui existaient. Et Victor Lopez travaille là-dessus par rapport à la réalité. Donc Mhm. c'est intéressant. Je pense que, encore une fois, il ne faut pas se limiter à ça. Et dans la médecine, beaucoup de médecins, quand même, sont ouverts aussi à cette notion de synchronicité, cette notion de, de l'apport personnel dans une consultation. C'est pas la même chose si tu vas chercher sur Internet un médicament ou si c'est prescrit par quelqu'un qui t'a reçu, qui t'a écouté, qui a fait tout ça. Et nous, pour nous, c'est pareil. Bien sûr. Et là, d'ailleurs, tu parles, on parle de style, etc. Euh, il me semble que par rapport aux interviews de Pierre Tricot, il parle souvent de son voyage à Kirksville, là où il a fait où il a rencontré, il a rencontré, il a entendu la voix de style, ou alors il a senti une présence. Il me semble qu'il dit que c'est toi qui avais organisé ce voyage à Kirksville. Donc tu Oui, peux c'est nous en ça. parler? Oui, c'était dans le cadre de l'Académie d'ostéopathie. On a organisé 2 voyages en Kirchville. Le premier, on l'avait organisé en 92. C'était pour le centenaire de la première école d'ostéopathie qui avait ouvert en 1892. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo où il y a plein d'éléments sur ce voyage. Et on est parti une vingtaine. Et effectivement, il y avait Pierre Tricot, et François Bell, il y avait beaucoup de gens. Il y avait le président du registre français à l'époque, du président des Belges, des ostéopathes suisses, italiens. Donc on était toute une équipe. Ça a été un formidable moment de se retrouver un peu en pèlerinage quoi, à Kirchville. On a eu aussi, donc, moi je me souviens, lors du dîner de gala, j'étais à côté d'un ostéopathe qui s'appelait Monsieur Barber et qui a eu une grosse médaille pour les 50 ans de pratique. Ça faisait 50 ans qu'il pratiquait. Et ce Monsieur Barber, à côté de qui j'étais assis, il prend ma main, il me dit, on va voir si tu es un vrai ostéopathe. Et il touche ma main comme ça en disant, oui, tu as la paume de main est douce, tu es quelqu'un qui travaille avec les mains. Et puis il y avait un autre médecin ostéopathe américain qui était ophtalmo, et qui est un peu plus loin, et il prend sa main, il dit, regardez, cette main-là, c'est la main de quelqu'un qui tient un crayon, qui tient pas, qui touche pas. C'est pas la même chose. Donc rencontrer ces gens, c'était extraordinaire. Et effectivement, il y a eu un moment où on a été sur la tombe de Steele et il y a un aigle qui s'est mis en steel point au-dessus de nous quand même. On était en cercle tous autour de la tombe de Steele et on avait cette sensation de présence, mais encore une fois, qui n'est pas quelque chose de magique. Hein. Il y a des gens qui nous attaquent là-dessus, qui attaquent Pierre Tricot aussi sur ces sensations, sur les notions de conscience, etc. Tout ça, ça fait partie de notre humanité, de ce que l'on est. Donc le voyage en Kirchville, on l'a refait en 97 et je regrette, le directeur du musée de Kirchville est très ouvert à partager avec nous. Et à l'époque, donc, le recteur, le dirigeant de l'université de Kirchville était
vraiment très ouvert et on a pu montrer notre façon de travailler. Et c'était très étonnant avec des gens, voilà, avec Richard Steele, l'arrière-petit-fils de Steele. On a ça, voilà, Boaz Steele, son arrière-arrière-petit-fils est venu en France, là, chez nous. Et puis, voilà, donc ça, son arrière-petite-fille a correspondu avec ma fille pendant des années. Donc, on a continué ce lien avec la famille Steele et Mrs. McLaughlin, qui était l'arrière-petite-fille de Steele, la femme voilà, voilà, en lien avec Blanche Steele, qui avait 80 ans à l'époque, qui tenait le musée. Elle m'a offert un livre où il y a sur la tranche, il y a mes initiales et mon année de naissance. Un livre de 1905 sur l'histoire de l'ostéopathie, que j'ai toujours là. Donc, tout ça, c'est des faits, c'est notre expérience. Donc, voilà, qu'on peut partager. Donc, effectivement, ce voyage à Kirchville a été important. Et quelques années après, en 2004, un des ostéopathes voilà, importants aux États-Unis, Steve Paulus, il est venu à Medstone lors d'un congrès organisé par Renzo Molinari et il a amené le bâton de marche de style qui est toujours à Medstone. Malheureusement, là, les écoles d'ostéopathie, c'est un problème maintenant, mais toujours ce bâton de style, il est toujours là. Et Steve Paulus, devant les 300 personnes qui étaient là à ce congrès, il nous a dit, l'ostéopathie est en train de mourir aux États-Unis et c'est vous en Europe qui continuez la, la tradition de l'ostéopathie, de la vraie ostéopathie. Donc voilà, tout ça, ça nous a renforcés. Il y avait Paul Chauffour, je me souviens, à côté de qui j'étais aussi, qui a, qui a le numéro 2 en France d'ostéopathe, qui est voilà, le deuxième ostéopathe que tu peux interviewer aussi, hein, qui a pris sa retraite, je pense, mais qui a beaucoup de choses à partager. Donc, Ouais, faudrait. Ouais. donc, tout ça sont des éléments qui ne sont pas tangibles, qui sont pas scientifiques, tel qu'on le dit, mais font partie de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Bien sûr. Moi, j'ai d'ailleurs, bon, petite anecdote personnelle, c'est vrai que on peut se dire, mais à quoi ça sert de lire style, etc. Mais je pense que c'est vrai que ça, quand même, ça connecte avec l'histoire, avec l'origine de l'ostéopathie, et je pense que ça fait quand même ressentir ça fait quelque chose de plus, quoi. C'est comme, moi, j'ai fait un DU d'histoire de la médecine, et je me suis rendu compte qu'il y avait, bah, c'était des médecins, les profs, mais c'est vrai que quand les médecins sont intéressés par l'histoire, ou n'importe quelle profession, hein, quand une personne d'une profession est intéressée par l'histoire de sa profession, et j'ai l'impression qu'il y a une épaisseur, une ampleur plus grande parce qu'on voit que la personne, elle connaît l'évolution, elle connaît pas que la connaissance du point A, elle connaît aussi ce qui était avant, etc. Et donc, c'est très important. Et c'est vrai que moi, je me souviens, c'est un peu bizarre, hein, mais quand je lisais, je crois, le livre de Paul Ehrlich, euh, tout le début, c'est des anecdotes et c'est des explications de style. Et c'est vrai que j'étais en quatrième année, il me semble. Et quand j'allais traiter les patients, les gens, ils avaient des réactions incroyables, quoi. Et je comprenais pas, genre des choses où les personnes sentaient de l'électricité à l'intérieur de son thorax, comme son diaphragme, etc. Et des choses qui sont pas revenues. Et j'avais l'impression, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est que quand j'étais connecté par mes lectures avec Steele, et j'avais l'impression effectivement qu'il se passait des choses très très spéciales avec les patients, des réactions psychosomatiques, on peut dire, qui étaient assez intéressantes. Après, voilà, ça c'est du vécu, hein, ce n'est pas une preuve évidemment, mais en tout cas c'est intéressant. Et moi je pense que même d'un point de vue historique, ça peut toujours être intéressant de regarder l'histoire et au moins de lire un livre de style, un livre de Sutherland, un livre de Rolling Baker, et après de voir si on a envie de continuer. Mais je pense que c'est dans une vie d'ostéopathe, on va sûrement travailler 30, 40 ans, 50 ans, peut-être l'ostéopathie, selon l'âge du diplôme. On peut lire 3 livres, à mon avis, je pense. Donc j'encourage les jeunes à continuer à lire. On sait que la lecture disparaît un petit peu. À la limite, peut-être qu'en livre audio, ça sera plus simple, hein, mais je pense qu'il faut le faire. Donc, nous avons parlé d'histoire, on a parlé des grands noms de l'ostéopathie, etc. Et je pense que maintenant, tu l'as évoqué tout à l'heure, Jean-Claude Guimberteau. Ça a été, je pense, quelque chose qui est très important, comme je le disais au début, c'est le fait qu'il ait fait des caméras. euh,
in vivo, où il a mis des caméras à l'intérieur du corps des patients pour essayer de voir la mécanique et la physiologie, etc., des tissus en fait du corps humain, donc le fascia, les muscles et les tendons. Donc, il propose d'ailleurs, si vous regardez sur son site personnel, plein de vidéos où il aborde, donc par caméra toujours, absolument tous les types de tissus. Donc, on peut acheter un par un, le musculaire, le fascial, le tendon, l'os, le cartilage, etc. Il me semble cartilage, je ne suis pas sûr. Mais donc, si ça intéresse les gens, vous pouvez aller voir donc la réalité in vivo des tissus du corps humain grâce à ce docteur Gaberto. Et toi, tu es de Bordeaux, il est de Bordeaux, vous avez eu une connexion. Si tu veux nous raconter l'histoire de cette connexion et ensuite les expériences que tu as fait avec lui. Donc moi, je travaillais j'étais ostéopathe à la maternité de la clinique Saint-Martin à Pessac, où je voyais avec bonheur. Donc je faisais partie de l'équipe. Pendant 10 ans, on a fait partie de l'équipe de la maternité. J'allais au briefing le matin avec les sages-femmes. Elles disaient, ouais, ce bébé, il pleure, ça s'est mal passé, il a l'air tendu, il a tout ça, est-ce que tu pourrais intervenir? Et donc j'intervenais dans l'équipe avec une sage-femme qui faisait de l'homéopathie, l'autre de l'acupuncture. Il y avait la possibilité de mettre les bébés dans l'eau, dans un petit bassin qui avait une forme d'utérus pour faire la transition entre le ventre de sa mère et l'air, etc. C'était une formidable équipe qui fonctionnait bien et qui malheureusement aussi a dû arrêter. Et l'étage au-dessus, il y avait la chirurgie de la main. Et donc un jour, en allant déjeuner, je me suis retrouvé à côté de Jean-Claude Guimberteau, et il y avait le chirurgien de l'épaule aussi qui était là à côté. Et Guimberteau dit au chirurgien de l'épaule, comme ça, mais j'ai mal à l'épaule, là, est-ce que tu pourrais pas me voir? Et lui, il lui dit, bah, essaye du coup. Là, tu as un ostéopathe à côté. Il dit, bah, je sais pas, je connais pas, voilà. Euh, il dit, parce que moi, je suis chirurgien, je pense pas que ça soit du ressort de la chirurgie, ce que tu as. Et donc, il se tourne vers moi, il me dit, OK, donc, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça? Je lui dis, bah, on finit de déjeuner et vous venez, je vous mets sur ma table. Il a dit OK. Donc, fini de déjeuner, vient sur la table, je le mets torse nu, je regarde son équilibre debout, où il était, il me semblait qu'il y avait un problème de posture, donc qui pouvait avoir une incidence sur l'épaule. Je le fais allonger et j'ai scanné la façon dont j'ai appris de Pledger tout son corps, c'est-à-dire avec les mains, d'écouter les informations qui viennent en touchant à peine. Et je suis attiré par sa hanche plutôt que son épaule. Et je lui dis, il y a quelque chose à la hanche. Il dit, ah, mais oui, il y a 10 ans, j'ai eu un accident au ski, j'ai eu un gros problème, mais c'était il y a 10 ans, ça n'a rien à voir avec maintenant, hein. Et donc, j'ai manipulé sa hanche, comme ça, de façon, de faire comme en TGO, de façon assez classique, sa hanche. Et je lui dis de regarder, de bouger son épaule. Il me dit, ah, ben, l'épaule va mieux. Alors là, il était abasourdi. Et on a continué à discuter, et je l'ai recroisé après, et puis il me raconte ce qu'il faisait. Et il m'a proposé de faire ça, de venir au bloc, et quand il l'ouvrait, de poser mes mains sur la peau et de voir ce qui se passait à l'intérieur. Si tu veux partager, là j'ai un petit... Juste, je peux montrer ça? Je peux- Vas-y, vas-y, c'est toi qui si gères. je peux, je- voilà, si je veux partager, je vais montrer juste cette image. Si, Ouais, c'est bon, moi je le vois, hein. voilà. Hôpital privé Saint-Martin, Pessac, 33. Voilà. Et donc, juste en 2 minutes, Vas-y, vas-y. voilà ce qu'on a fait. Donc, j'allais au bloc, comme ça, avec le professeur Guimberteau, et voilà la lampe qui passait sous la peau. Donc, je mettais mes mains à côté, et lui, après avoir fait une incision dans le coude, là, en l'occurrence, voilà, je mettais les mains dessus, et voilà, avec la caméra, ce qu'on voit sous la peau. Donc, en fonction, donc je bougeais mes mains, je faisais ça, et voilà ce qu'on voit. Donc, on est rentré dans un monde qui était dont j'avais pas du tout imaginé, que j'avais pas du tout imaginé. C'est pas du tout à l'intérieur du corps. C'est pas comme dans les livres d'anatomie. C'est pas il y a aucun angle droit. Tout est lié. Là, vous voyez un tendon, un muscle, vous voyez de la Une artère? graisse en haut. Une capillaire plutôt? Ou une Comment? artère? C'est une capillaire aussi, il me semble. Ouais, voilà. On voit, etc. Donc, je ne veux pas faire trop longtemps. Ceux que ça intéresse, vous allez sur
sur Internet. Et quand on bouge au niveau de la peau, ben, vous voyez que tous les tissus changent. Et vous Et voyez ouais. les fibrocytes, les cellules qui changent. Et ce qui organise tout ça, c'est l'humain fibrillaire, il appelle. C'est-à-dire, c'est le mouvement de tout ce qu'on appelle les fascias, que d'autres appellent la membrane, tout ce qui est euh, matrice extracellulaire. Tous ces éléments sont partout. Et c'est pareil partout, au niveau de tous les éléments qu'il peut y avoir. Oh, Regardez les là, regardez, muscles, on voit encore hein, des tissus capillaires, hein. Donc, quand on parle de loi de voilà, l'artère, à mon avis, et des peut-être que vaisseaux c'est vrai. qui se croisent, qui fonctionnent. Donc, ça a été, et avec des cellules. Donc, je vous encourage à aller voir sur voilà, ça, hein. Peut-être je vais arrêter comme ça le partage. Super. Donc, ça a été pour moi un choc incroyable de percevoir ça. Et donc, depuis, donc on se rend compte que, en fait, le tissu conjonctif, c'est pas que pour relier les choses, un tissu secondaire, c'est le tissu constitutif du vivant. On est fait de fibres et les informations se, dé- se déplacent partout dans le corps de façon non linéaire. Quand touche un orteil, il y a des réactions partout dans le corps et notamment dans le cerveau qui va intégrer les informations qui viennent. Donc c'est rentrer dans une nouvelle dimension de l'ostéopathie qui inclut tout ça. Et je suis tellement reconnaissant à Jean-Claude Comberto de continuer, hein, continuer à donner des formations, hein. Là, il est allé dans un collège récemment, il va continuer. Nous, on va redonner en décembre prochain, 2025, la même formation. Et si vous allez sur le site Endo Vivro, comme tu as dit, vous avez plein d'informations par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un élément qui permet de faire avancer l'ostéopathie. Super. Et, et par rapport à ces expériences que tu as fait avec Jean-Claude Guimberteau, en fait, on faut pas oublier de dire que tu as aussi publié un article. Alors, je ne sais pas si c'était dans une revue autre, enfin, tu l'as publié dans Apostille, il me semble, hein, c'est ça? Non, je l'ai publié dans la revue Ah oui, dans, c'est pas main libre, non, je sais plus. non, dire Bon, on retrouvera. En tout cas, tu as donc c'est la vous revue avez de Robert Mellet. euh, la revue de l'ostéopathie, hein, je crois que c'est ça, hein, en voilà, la fait, hein. revue de Ouais, l'ostéopathie. je crois que c'est ça. Donc, tu as finalement, tu n'as pas fait que faire des vidéos, tu as aussi testé des choses, différentes manipulations à l'extérieur et voir ce qui peut se passer à l'intérieur et cela sur plusieurs patients pour essayer d'obtenir une reproductibilité, pour Tout à fait. essayer d'observer une reproductibilité des gestes et de ce qui se passe dans le corps. Et donc, cette étude, elle est visionnable, hein. Elle est lisible en ligne, donc je pense que c'est intéressant. Et tu peux en parler, le fait Oui, que... tout à fait. Donc, Ouais. j'essaye de la retrouver en même temps, vous la mettre sur voilà, elle est par là. Donc, on a pu montrer que suivant les mouvements que l'on a, donc il y a des répercussions différentes sous la peau. Donc, c'est surtout ça. Voilà. Donc, je ne sais plus où il est l'article. Et donc, Ouais. Allez, c'est bon, on peut reprendre. donc on a publié un article après le travail avec Guimberto dans la revue de l'ostéopathie de Robert Mellet, donc sur l'effet des techniques ostéopathiques sous-cutanées et dans la matrice extracellulaire. Voilà. Donc on a montré dans cet article-là que je passe comme ça, qu'il y avait, donc suivant les techniques que l'on employait, soit des techniques faciales, soit des techniques à distance, soit des techniques, il y avait des, des, des résultats différents. Mais il faudrait euh, retravailler ça, voilà, et republier, hein. On aperçoit même à un moment des petits points noirs qui apparaissent. On ne sait pas ce que c'est, toujours. Voilà. Et donc, vous voyez, entre les différents éléments, les changements qu'il y a en fonction de ce que l'on a fait. Et là où on s'est arrêté, et on va continuer avec Gilberto à travailler dessus, là où on s'est arrêté, c'est
notion de la place de l'intention dans notre pratique. Quand on disait qu'on ne bougeait plus, mais qu'on avait juste l'intention de faire quelque chose, il se trouvait qu'il y avait donc des changements. Donc ça, on voudrait arriver à le prouver, mais ça n'a pas encore été fait. Ouais. Donc, on voit quand même que tu fais attention à ce que tu dis. Tu as une démarche, finalement, sûrement plus scientifique que plein d'autres ostéopathes qui mettent en avant la science. Parce qu'en fait, tu as réalisé plusieurs études au fil de ta vie. Tu as rencontré plein de médecins, de chercheurs, et c'est très intéressant de se dire ça. Alors que pourtant, effectivement, tu peux être aujourd'hui, malheureusement, attaqué pour certains pour ton manque de scientificité, alors que tu as des articles à ton actif, ce qui n'est pas anodin non plus dans le monde de l'ostéopathie. Je ne pense pas qu'en dehors du mémoire de fin d'études, beaucoup de gens en aient un. Et quand même, Ouais, je pense qu'il y ouais, a un des résultats de cette étude qui est quand même intéressant et qui est à dire, je pense, aux jeunes ostéopathes qui doutent des théories des modèles ostéopathiques. Il y a un des principes de l'ostéopathie qui serait que le corps est une unité fonctionnelle ou une unité entre toutes ces structures. Chaque structure du corps a besoin des autres. Et donc, dans cette étude, tu as démontré qu'en travaillant, tu nous le disais lors de la formation, le poignet, il se passait des mouvements à l'intérieur des fascias du coude. Donc, ça veut dire que tu as démontré les techniques, on va dire au moins à distance, à mi-distance, on va dire poignet-coude. ouais. Donc, et Tu as des choses d'autres choses, non? Rien de oui, c'est spécial? pour ça, là, je cherchais une étude qu'on a fait aussi sur l'importance de l'ostéopathie dans les arrêts de travail, hein. D'accord. Donc, cette étude aussi, elle a été publiée. Est-ce qu'elle est... Donc, j'avais pas pensé qu'on allait. C'est bon. Donc, une autre étude qu'on a publiée aussi dans la revue de l'ostéopathie de Revers-Mellé. Donc, pendant un an, il y a une ostéopathe qui est intervenue dans une clinique et donc il y a eu 17% de moins d'arrêt de travail dans cette clinique. Donc, tout ça, c'est une étude qui a été, voilà, qui est intéressante, qui avait été publiée en 2017. Super. Là aussi, on parle souvent, on dit souvent qu'il n'y a aucune preuve de la prévention par un ostéopathe. Alors, bon, on peut se dire que cliniquement, même si c'est pas une preuve, on sait que parfois, il y a des gens qui avaient beaucoup de lumbago, chaque année, plusieurs, et au fil du nombre de fois qu'on les voit, le nombre de lumbago diminue dans l'année, puis finalement finit par disparaître, et les personnes reviennent une fois par an chez leurs ostéopathes. Et cela pendant des dizaines d'années, hein. Je ne parle pas de ma pratique clinique, hein, je parle des ostéopathes qui ont vécu, qui ont des longues expériences. Et finalement, les personnes n'en font plus jamais de lumbago, alors qu'ils viennent une fois par an sans douleur chez leurs ostéopathes. Donc peut-être que là, tu as un début de preuve scientifique, hein, au moins une étude où on voit que Alors, ça fonctionne, en tout cas sur les troubles musculo-squelettiques, sur les absences. Donc, c'est pas mal, c'est c'est ça. Et super. donc là, on voit clairement dans cette clinique que entre l'année, la moyenne des arrêts de travail qu'il y a et l'année où l'ostéopathe est intervenu, il y a vraiment une baisse significative, hein, Ah ouais, ouais, du nombre d'arrêts de travail. super. Donc, voilà. Donc, il y en a des publications, hein. Et oui, il y en a, mais je pense que voilà, il y a aussi autre chose, c'est peut-être chaque année, donc il y a plus de 2000 mémoires, il me semble, qui sont publiées. Et je pense qu'on gagnerait à au moins peut-être publier dans des revues intéressantes, je dirais peut-être les 100 premiers, quoi. Parce que sur 2000, il y en a bien 100 qui sont de bonne qualité. Moi, à la formation que tu menies, les tissus à Bordeaux, j'ai rencontré une des directrices, pas pédagogique, mais une des directrices des cours, non, pardon, la professeure de statistique d'une école de France, alors je ne sais plus laquelle, et elle s'était intéressée aux mémoires de cette année qui était sortie. Il y en avait une sur une étudiante ostéopathe qui s'était formée elle-même à l'écho-Doppler, donc l'écho des vasculaires, et elle avait elle avait fait une étude de cas donc d'une personne, voir si les techniques ostéopathiques sur l'artère utérine ou sur l'utérus amélioraient la vascularisation de l'utérus en observant la dimension de l'artère avant et après technique, de l'artère utérine, eh bien, effectivement, elle démontrait une significativité après la technique ostéopathique. L'artère utérine avait une vasodilatation, donc ça, on voyait une augmentation pardon, du flux artériel au niveau de l'utérus. Donc, je pense que c'est plein de choses qu'on pourrait faire, hein. Alors, Donc, c'est dommage alors, de perdre tout ça.
il y avait un groupe de recherche qui avait travaillé dans cette idée-là avec Jean-Pierre Guillaume, qui était directeur d'un collège aussi, et il disait qu'il n'y avait que 1% des mémoires d'ostéopathie qui avaient une valeur vraiment scientifique. Donc, c'est pas Mhm. beaucoup, mais c'est déjà, Ouais, effectivement, si on peut les utiliser, tout à fait. bien sûr. Non, bah, je pense que c'est une bonne chose. Ben, alors, pour la suite, tu veux peut-être si tu des principes par rapport aux grands ostéopathes que tu as rencontré aussi Jim Jelus, Viola Fryman, il me semble, Ronnie Baker peut-être? Non, Rolling Baker, je n'ai pas Ronnie Baker, rencontré. non? D'accord. Et ben, tu as vu, donc, comme tu disais dans ton interview avec l'ostéopathe catalan, tu as vu Jacques-André Vaduval, qui était donc son élève direct. Est-ce que tu aurais, juste pour la postérité, est-ce que tu aurais un principe, une idée qu'ils t'ont laissé, qui t'ont marqué sur comment est-ce que ces grands personnages faisaient de l'ostéopathie? Qu'est-ce que tu as, mais en une phrase, hein, qu'est-ce que tu as retenu de chacun d'eux? ce que, ce que je dirais, peut-être pas de chacun d'eux, je dirais que moi j'ai évolué par rapport au principe de l'ostéopathie, hein. Pour moi, il faut acculturer l'ostéopathie, c'est-à-dire faire de l'anthropologie, évoluer par rapport à l'ostéopathie, pas rester comme c'était il y a un siècle. Donc j'ai évolué un peu par rapport aux principes de l'ostéopathie. Un des principes fondamentaux, quand même, c'est toujours l'auto-organisation du vivant. Que tout s'organise à l'intérieur de notre corps, dans le vivant, et que ça change sans arrêt. Donc ces manifestations, elles sont présentes partout. Moi, j'ai retenu ça. L'importance du lien entre la structure et la fonction, qui est une des principes qu'utilisait chacun. Maintenant, moi, je dis que la structure, elle dépend d'une forme, et cette forme, elle vient d'une information. On est à l'ère de l'informatique, et maintenant, ce sont des champs d'information qui vont donner une information, et cette forme qui va donner la forme que l'on a, qui va transformer en structure et qui gouverne la physiologie et le fonctionnement. Donc moi, pour moi, ça, c'est un élément que j'ai bien appris des différents enseignants que j'ai pu avoir. Et que nous, quand on pose les mains, on est au niveau où on peut changer l'information. On est des facilitateurs. C'est pas nous qui faisons l'information, quelle que soit la technique. Une technique de high velocity, structurelle directe, donc telle que tissulaire, par exemple, telle que fait David Lachaise, elle donne une information juste au moment. Une technique de recoil, telle que fait le lien mécanique ostéopathique, c'est pareil. Une technique émotionnelle, quand on change l'information au niveau émotionnel, c'est la même chose. Et en changeant l'information, après, il y a une répercussion sur la structure et la fonction. Pas oublier que toutes les cellules font notre corps, un an après, elles ne sont plus là, hein. La matière des cellules n'existe pas. Il reste que l'information. Donc nous, on agit sur ce niveau informationnel de la médecine, je pense, de la santé. D'autre part, un autre principe qui est important pour moi, c'est au lieu d'opposer le côté mécanique, scientifique avec le côté énergétique, etc., c'est avoir une approche manuelle dialogique, d'être en dialogue, hein, vers un tiers convergent. C'est-à-dire qu'il y a une troisième terre. Comme dans une famille, il y a le père, la mère et l'enfant qui arrive, hein, c'est le fruit de cette relation et ses qualités sont différentes de celui du père ou de la mère. Et nous, pareil, entre ces différentes approches, trouver ce tiers convergent, cette notion que j'appelle d'interface, d'interrelation, qui se fait dans la relation. Notre principe qui est important pour moi, c'est que le corps fonctionne comme un hologramme, tout est relié par rapport au corps, et par un système de vibrations qui sont en résonance. Donc tout résonne dans le corps sans arrêt, tant qu'on est vivant. Sur le cadavre, on ne va pas trouver cette résonance. Donc c'est des histoires de résonance. Les sons ont une influence importante, hein. Il y a Patrick Chen, je n'ai pas parlé de lui, peut-être qu'il est important qui travaille là, qui est un vétérinaire ostéopathe, qui a monté Ostéo 4 pattes, hein, qui fait un congrès chaque année en juin, qui est vraiment intéressant aussi. Il utilise donc le champ harmonique dans son ostéopathie. Et donc, là, tout un autre principe qui est important, c'est la survenance donc d'une conscience ouverte. C'est-à-dire que voilà, tous les, dès qu'on pose les mains
sur un patient, dès qu'on a l'intention de poser les mains sur les patients, on modifie, si notre conscience est ouverte, on modifie un système qui ne va pas que vers la mort, qui est un système qui va vers une ouverture. Le corps physique va mourir, mais on est plus que cela. Et donc, c'est cette ouverture qui permet le champ, qui permet de dépasser un peu l'homme, l'homo sapiens, comme on était, vers l'homme lumineux, je dirais, l'homme qui est assis avec, à partir du cœur et à partir de la lumière. Donc voilà, je pense, ma vision de l'ostéopathie aujourd'hui, c'est aller dans ce sens-là, et c'est ça qui donne un sens à ma vie, je dirais. Donc j'ai fait un petit, peut-être je peux le partager, j'ai fait juste une seconde, voilà, un petit schéma. Où est-ce qu'il est ce schéma? Voilà. De ma vision de l'ostéopathie aujourd'hui, hein, je ne sais pas si on voit suffisamment. Oui. Voilà. Mais Bah, écoute, voilà, si tu veux nous parler peut-être de la dualité féminin-masculin c'est ça. de Donc l'ostéopathie, l'ostéopathie, moi je pour trouve moi, que là, c'est quand même très il y a un intéressant. côté masculin qui est lié à l'action, en utilisant une force qui vient de l'extérieur, qui est associée à la médecine basée sur l'épreuve, et puis un côté plus féminin, je dirais, qui est lié à l'intuition, le côté réceptif, passif, qui va chercher la puissance qui est à l'intérieur. Et ces deux éléments peuvent se retrouver donc dans une interface, un tiers, un élément tiers. Donc, pour cela, on utilise des moyens d'action, pour moi, qui sont le côté biomécanique, proprioceptif, hein, je dirais, si j'agrandis un peu comme ça, Mhm. côté biomécanique proprioceptif, mais le côté biotenségrité, c'est-à-dire tous les éléments qui se touchent sont en compression et les éléments à distance sont en tension. On est sans arrêt en tension et c'est l'eau qui est le moyen d'union de tout ça et les fascias. On travaille à partir d'axes d'orientation. Si on n'a pas d'orientation, comme les plantes, on va se perdre. On travaille avec la neuroception, comme l'électricité. Tous nos systèmes nerveux, et notamment le système nerveux vagal, ont une importance et toutes les informations sont transmises à la vitesse de l'électricité, mais aussi on a le côté émotionnel, psychosocial, qui fait partie de ce que l'on est. Le côté cœur-circulation, la cardioception, hein, donc avec le système circulatoire, est essentiel et la loi de l'artère de style était important, mais aussi par rapport à l'air, il y a tout ce qui est transgénérationnel, épigénétique, la façon dont donc, la génétique et tout ce qu'on vit influence ce que l'on est et comment on peut l'utiliser. Et tout ça, au-delà, est dans un biofilm, un champ d'information qui est illimité pour moi, du plus petit au plus grand. Donc tout ça, ce sont des outils qu'on a à notre disposition. Et s'il y a des déséquilibres, on va trouver des tensions, des compressions, des douleurs, la maladie et la mort à cet univers. Donc on utilise trois dimensions qui sont les dimensions biomécaniques, haut, bas, droite, gauche, avant, arrière. Mais il y a une quatrième dimension qui est le temps. Et le temps, il n'est pas seulement linéaire. Le temps passé, présent, futur. Le temps, c'est le temps du présent, maintenant, qui change. Et ce temps du présent, il est associé à un temps beaucoup plus vaste, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, lié à l'éternité. Et tout ça amène donc dans cette dimension de calme, de dynamique, stillness, qui est voilà, au niveau de ça. Et on utilise donc des perceptions qui sont liées à l'extéroception, ce qui vient de l'extérieur, mais aussi l'interoception, les perceptions qui nous viennent de l'intérieur, la proprioception, la façon dont on s'adapte par rapport à la gravité, la neuroception, la façon dont les nerfs s'informent continuellement entre eux, et la cardioception qui va à la vitesse de la lumière. Donc voilà un peu brièvement mon, mon approche de l'ostéopathie aujourd'hui. Très intéressant. On voit d'ailleurs les niveaux.
les moyens d'action, donc mes biomécaniques, biotenségrité, les axes, les nerfs, etc. Et on voit que finalement, c'est très comment dire, cadré. Et puis après, libre aux ostéopathes de n'utiliser que les trois premiers ou les sept ou les huit ou cinq. Et c'est très intéressant. On peut effectivement prendre en compte de plus en plus de choses. Et voilà, ça reste ouvert et c'est pas une obligation. Et c'est très intéressant. Moi, je trouve que effectivement, la dualité entre la science dure, la biomécanique, le structurel, etc. De l'autre côté, plutôt les techniques d'écoute, les techniques passives, les techniques basées un peu sur l'intuition. Et c'est très intéressant, hein. Donc, ce que tu disais, la dualité féminin-masculin. Donc, euh, très intéressant. Et donc, est-ce que tu as commencé à parler de la dysfonction quelque part? Le concept de dysfonction, quand tu dis on peut chercher dans chez le patient la résistance, la tension, la compression, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que pour toi, parce que ce qu'est une dysfonction somatique, hein, comment est-ce que tu la ressens chez le patient? Parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a un consensus international scientifique sur la dysfonction somatique, mais que finalement, chaque ostéopathe va chercher des choses différentes. Ce qui fait qu'à la fin, les études scientifiques qui utilisent plusieurs ostéopathes pour chercher ce qu'est une dysfonction, ou voir en tout cas la fiabilité de reproduction d'un test ostéopathique, on ne tombe jamais d'accord parce que toi, tu vas chercher quelque chose, moi, peut-être quelque chose d'autre. Moi, je vais peut-être dans la compression, toi, tu vas plus chercher l'attention et donc finalement, on ne trouvera jamais la même chose. C'est ça. Peux-tu nous en Donc, parler? moi j'utilise plus le concept de dysfonction non plus, hein, pour l'instant, parce que ça correspond. J'utilise plus non plus la notion de mécanisme respiratoire primaire, même si il y a un mouvement partout, parce que tout est en changement, tout change sans arrêt. Et que ce qui m'intéresse, c'est chercher la vie, qui est présent, ce qui va bien chez les personnes. Donc, il y a des dysfonctions, il y a des lésions, quels que soient les mots qu'on utilise, mais c'est pas ça qui nous intéresse, nous les ostéopathes. Ce qui nous intéresse, c'est chercher la santé qui est présente, le, le bonheur, l'harmonie, le bien-être. Donc, voilà, donc je répondrai comme ça. D'accord, super. Et alors, si tu veux, je comprends que la dysfonction, donc tu ne t'y intéresses pas. Alors, qu'est-ce qui va mener tes mains à poser au début du traitement? Tu vois, tu fais un diagnostic, tu as parlé tout à l'heure des tests debout, d'équilibre, etc. Puis ensuite, qu'est-ce qui va faire que tu commences ta technique à un endroit? Qu'est-ce qui te fait choisir? Donc, on pourrait dire le diagnostic c'est pas un diagnostic lésionnel, mais dysfonctionnel, pardon, mais qu'est-ce qui fait que tu vas choisir cette zone-là? Est-ce que c'est des tests de posture? Est-ce que c'est des tests de mobilité? Est-ce que c'est de la palpation tissulaire pure? Tout est possible. Pour moi, c'est juste chercher où mes mains sont attirées. Donc, ça peut être des résistances par rapport à des endroits où c'est moins vivant, où ça vit moins, où il y a ça, mais ça peut être au contraire d'être attiré vers quelque chose qui m'amène vers plus la profondeur. Donc, c'est à la fois de, ce que j'ai dit, dans les trois plans de l'espace, je continue à chercher avec mes mains, mais c'est en même temps d'aller peut-être plus profondément en lien avec le temps. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, m'entraîne vers une notion d'arrêt, de calme, de, qui va être le point de départ du traitement. Et à ce moment-là, le traitement, c'est un auto-traitement. C'est pas moi qui vais le faire. Je reste là et je me retire du chemin. Et c'est le patient qui fait ce travail-là. Et moi, je suis juste un facilitateur, disait Pledger, pour être présent, d'être présent. Pierre Tricot, il parle de présence. Chacun met des mots différents, mais ça me va tout à fait bien. Donc, j'ai pas de réponse précise non plus par rapport à Mhm. ça, puisque je me laisse guider par rapport à ce que les tissus m'amènent. Un petit bébé, je le prends dans les trois plans de l'espace et on va voir où est-ce qu'il nous amène en lien avec sa maman, avec l'environnement. Pareil. Super. Et alors moi, si je peux donner mon avis extérieur par rapport à ce que tu nous as enseigné dans le seul jour de formation, le troisième jour de formation qu'on a eu ensemble, ben, je trouve que déjà, c'est incroyable comme tu nous as donné en l'espace d'une après-midi et peut-être une heure le matin, plein d'approches, plein de techniques, on pourrait appeler ça, mais en fait,
qui sont utilisables, donc je trouve, et qui sont très utiles en fait. C'est vrai qu'on voit chez les ostéopathes qui ont de l'expérience quand même une pertinence des informations données, soit dans la théorie, mais aussi dans la pratique. C'est-à-dire qu'ils vont donner peut-être, tu nous as donné deux exercices de conseils aux patients, d'un étirement avec les bras allongés qui serait, selon les personnes de la formation, la position du petit enfant, il me semble, en yoga. Tu nous as Ouais. montré aussi une posture d'étirement en latéral pour étirer les bras et tout en étirant les jambes de l'autre côté. Et c'est vrai, quand tu nous donnes deux postures d'étirement qu'on peut donner aux patients, et en fait, effectivement, on a l'impression que quasiment toutes les chaînes musculaires, toutes les tensions du corps peuvent être libérées assez rapidement. Et donc, euh, c'est très utile, en fait, ce que tu nous as donné. Donc, pour revenir à la technique palpatoire, on va dire, la technique manuelle que tu emploies, ce que tu nous as montré, en tout cas au niveau du thorax, c'est que tu te poses, donc tu vas chercher et ensuite tu vas rentrer, tu vas te laisser attirer plutôt dans les tissus en suivant la non-résistance jusqu'à un point de la profondeur où l'attirance s'arrête, comme si tu ne pouvais plus aller plus loin. Et c'est là où va commencer, donc ce que tu appelais, il me semble, un point neutre ou un still point. Et là, Mhm. ensuite, va commencer ce qu'on pourrait appeler le déroulé. Donc, tu vas suivre les tensions. Et ensuite, quand ça s'arrêtera à nouveau, tu te laisseras repartir vers la superficie petit à petit, de manière assez pneumatique, et tu quitteras donc la zone que tu avais trouvée, diagnostiquée. C'est un petit peu ça ou... Oui, donc je parle de fulcrum vibratoire. Tu vois, D'accord. fulcrum, ça vient de Sutherland et toute la tradition de Sutherland, c'est un point d'appui, un endroit qui est une porte. Un fulcrum dans une balance, c'est pas les fléaux de la balance, c'est le centre, c'est le point d'appui où se trouve la puissance. Et en se mettant là, après, l'organisation se fait tout autour. Dans une roue de bicyclette, c'est pas les rayons de la bicyclette, c'est juste le centre de la roue de la bicyclette où se passe la puissance. Donc Pierre Tricot aussi parle beaucoup de cette façon-là. Et donc, à partir de là, on peut savoir sur différents plans. Et avec les mains, faire comme si on, on suivait les informations qui viennent. Et tant que le patient nous amène vers quelque chose de plus profond, plus central, nos mains vont suivre vers ça. Et après, donc, quand un relâchement se fait, en général, effectivement, ça va plus vers les superficies et vers l'extérieur, dans un sens d'ouverture à la vie, à l'extérieur. C'est Super, bah, je pense que avec beaucoup d'humilité, c'est la façon dont je travaille maintenant. Mm. ouais. Bah, écoute, j'ai pu la mettre en pratique dès le lundi au cabinet et franchement, j'ai trouvé ça super. Et ça peut être intéressant à parler. Donc là, déjà, c'est la première application pratique par rapport à ce qu'on a discuté. C'est toujours bien. On a de la théorie, on a de l'histoire, etc. On a des anecdotes et ensuite, on a aussi des applications pratiques. Et je pense que il y a quelque chose qui peut être intéressant et qui peut-être même est la clé d'une bonne technique ostéopathique ou d'une bonne approche manuelle. Je pense que c'est ta manière d'enseigner l'ancrage, le fait d'être ancré sur ses pieds, sur son bassin, utiliser la gravité pour rentrer dans le patient sans utiliser les forces justement aveugles venues de l'extérieur, comme disait Sutherland, c'est-à-dire nos muscles, mais rentrer avec la gravité en étant totalement relâché, etc. Tu nous as enseigné une manière de s'ancrer dans le sol. Tu peux nous parler de l'importance de l'ancrage ou de l'enracinement? Donc ça aussi, hein, c'est beaucoup présent chez Pierre Tricot, Bien sûr, ouais. voilà, beaucoup de gens ont insisté. Et puis c'est dans tous les arts martiaux, etc., on en parle, hein. Et il y a des gens chez qui c'est naturel, mais moi j'ai besoin tous les jours de faire des exercices pour être bien centré et ancré. Et on n'a jamais vu un, un arbre avec des beaux fruits et des belles fleurs s'il n'avait pas des belles racines et s'il n'était pas bien centré sur lui-même. Donc tout ça, voilà, il y a plein de métaphores dans ce sens-là. Donc je pense que d'être centré dans le Hara, dans le Tantien, dans toute cette région de ce centre, là où les femmes portent nos enfants, hein, c'est vraiment le centre de ça, c'est vraiment important et c'est présent dans toutes les traditions. Donc la puissance vient d'un centre lié à la terre, il y a un centre qui est pour moi lié à l'ouverture vers le ciel, comme ça, et les deux centres en forme de lemniscate vont se rejoindre au niveau du cœur.
Et c'est le cœur qui est véritable centre d'enracinement dans la globalité de l'être. Donc c'est ça que j'essaye, encore une fois, avec beaucoup d'humilité, de faire passer dans mon travail, dans ma vie et dans les formations que je partage. Super. Et je pense que tu es quelqu'un qui a su évoluer, changer, accepter le changement. Euh, tu, tu, Tu nous parlais justement du consentement lors de la formation. Toi, tu es issu d'une génération de médecins ou pas de médecins, mais de personnels médicaux, on va dire, qui étaient formés, on va dire, où le corps, il n'y avait pas forcément un respect, un consentement attendu du patient ou d'ailleurs du collègue sur lequel on pratique lors des études. Est-ce que tu peux nous parler de ça, peut-être? Oui, oui, tout à fait. Non. Le, le changement, je pense, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai. Donc il faut accepter. À partir du moment où on se fige, on n'avance plus. Les gens qui sont dans la peur, ils sont figés. Donc, le mouvement est essentiel à la vie. Montaigne l'avait dit, Goethe l'a dit, Steele l'a dit, tout le monde l'ont dit dans ce sens-là. Et donc, dans cette évolution, effectivement, la notion de consentement, en ce moment, est très présente, moi, dans ce que je fais, dans mes consultations, dans les cours, dans la, la façon, dans le vocabulaire que j'utilise aussi, hein, de faire attention, beaucoup plus qu'au début. Moi, quand j'étais étudiant en fac de médecine aussi, hein, tout ce qui était carabin, etc., il y avait plein de choses qui maintenant sont considérées comme abusives dans les blagues, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient abusives. Et je pense que ce sont les femmes qui ont fait changer la société beaucoup, et c'est bien dans ce sens-là, en insistant sur l'importance du féminin sacré, de ce côté sacré essentiel. Mais ce féminin, il est en nous aussi. Donc ce côté essentiel, il est en nous. Et le côté masculin, c'est sortir du côté mâle, animal, un peu grossier qu'il y a, pour aller trouver la beauté du masculin aussi, qui est essentielle. Et je trouve que les deux sont importants. Et donc maintenant, dans ma pratique, c'est vrai que je fais moins déshabillé qu'avant. C'est vrai que j'ai abandonné complètement les techniques internes, alors que quelquefois, quelqu'un qui est tombé sur le coccyx, une technique interne de coccyx, j'ai vu des gens, c'était miraculeux quand même, hein, qui repartaient du cabinet vraiment transformés, hein, en n'en revenant pas de pouvoir s'asseoir sans avoir mal quand même, hein. Et au niveau gynéco, bon, il y a plein de dans mon cabinet, il y a plein de photos de petits bébés et les parents disent c'est suite à votre travail qu'on a pu avoir cet enfant, etc. Donc il y avait des belles choses. Mais maintenant, donc je suis ce qu'il y a en ce moment et même pour faire déshabiller les gens, donc je demande leur consentement alors que c'est vraiment plus riche de voir la peau des gens. C'est plein d'informations. Des gens, on les fait déshabiller, on va avoir une cicatrice, on va avoir des petits boutons, on va avoir des poils, on va avoir une attitude. Tout ça, je le regrette, hein. Et toucher la peau avec la main, ça fait partie, moi, de mon ADN quand même, hein. J'aime toucher la peau et de toucher les gens. Donc maintenant, je fais bien attention à cause des abus qu'il y a eu et qui sont en train d'être évacués petit à petit. Et je suis désolé de voir qu'il y a encore des hommes qui ne sont pas corrects quand même, hein. Et le consentement, Pierre-Luc Lhermitte a parlé récemment du consentement par rapport aux bébés. C'est Ouais, aussi une question. Des bébés qu'on fait pleurer. Pour moi, le pleur des bébés, ça peut être un langage, ça peut être une expression. Ils ont le droit de s'exprimer, les bébés. Mais il faut dissocier si c'est un langage ou si c'est un non-consentement de la part des bébés. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Et le non-consentement des parents. Si les parents, quand on traite un bébé qui pleure, si les parents ne sont pas consentants, c'est grave bien aussi. sûr. Et quelquefois, les gens, ils n'osent pas le dire quand même, hein, ça. Donc, oui, la notion de consentement fait partie dans notre culture de, de ce qui est, ce sur quoi on doit être vigilant. Voilà. Non, mais merci, hein, tu es quelqu'un vraiment qui a su évoluer. Quand on parle souvent des anciens ostéopathes qui n'arrivent pas à se remettre en question, je pense que toi, tu n'en fais pas partie en tout cas, hein. Toi, tu continues à suivre des formations postgraduées? Oui, oui, moi je continue à travailler là. Je, voilà, je, et
Là, je suis en train de voir, je vais peut-être aller faire justement une formation avec Patrick Chen sur la notion d'utiliser les sons harmoniques dans notre travail. Je pense que d'utiliser les sons, c'est important. Et puis, voilà, quand j'ai l'occasion, je continue, on partage beaucoup. Je fais souvent des échanges de traitement avec mes collègues aussi, hein, c'est Ah, super, ouais. important. Dans mon cabinet, il y a une praticienne en hypnose et c'est très intéressant quand on fait un échange. Elle me fait une séance d'hypnose et je lui fais une consultation d'ostéo et c'est très riche. Voilà. Super, super. Et donc, peut-être, dernier sujet, c'est vrai que tu as évoqué les bébés. Bon, tu as évoqué le somato-émotionnel, le fascia, bien sûr, le cœur, c'est aussi un de tes sujets de recherche et d'intérêt en ce moment. Tu as fait une formation dessus. Et est-ce que tu pourrais nous parler, donc, tu incarnes finalement assez bien l'idée de globalité, dans le sens où tu vas aussi, il me semble, intervenir pour les Girondins de Bordeaux, donc chez les sportifs. Donc, tu fais les sportifs, les enfants, les femmes enceintes, etc. Tu fais un peu de tout. Oui, mais les Girondins, c'est fini là, parce que D'accord. ça a été. Non, mais je me suis occupé pas mal du sport. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, mais pendant un temps, j'étais ostéopathe pour l'ATP, pour le tennis professionnel. Donc, les joueurs classés au niveau mondial, quand ils venaient sur Bordeaux, ils savaient qu'ils pouvaient venir à mon cabinet, c'était pris en charge. Ils n'avaient pas à payer les consultations. Et en échange, je m'engageais à les voir dans la journée. À l'époque, il y avait ça, parce que ces joueurs professionnels, ils tournaient comme ça. Puis après, j'ai été sur le Tour de France pendant un temps aussi, donc avec un médecin voilà, qui faisait des prises de sang un peu voilà, bizarres quand même en même temps. Donc j'ai eu cette période-là aussi. Et puis, je me suis occupé d'une équipe de basket, là, de Pro 2 de Bordeaux. Et ça, j'ai beaucoup aimé le travail, être dans le team de l'équipe de basket, où j'étais avec eux sur le parquet, tout le temps, on se suivait, c'était vraiment bien. Et au niveau des Girondins de Bordeaux, effectivement, j'ai été, comme il y en a eu d'autres, pendant un temps avec eux où j'aimais beaucoup travailler avec eux. Maintenant, c'est plus d'actualité. Et là, je travaille essentiellement, je consulte 2 jours par semaine maintenant dans un centre pluridisciplinaire qui s'appelle l'Air Familial, où il y a 30 thérapeutes. Donc, et où on travaille ensemble. Là, on a fait un atelier de danse du périnée ensemble, comme ça. Là, la semaine dernière, j'étais faire une formation sur Instagram, parce que je sais pas, je suis pas très bon sur Instagram. Enfin bon, il y a plein de... Tout ça, il faut continuer à évoluer pour, justement, sur Instagram, savoir comment ne pas me faire attaquer non plus. Donc, tenir les propos qui risquent pas d'être attaqués. Il faut être vigilant par rapport à ça. Mais voilà, je pense que oui, c'est bien de continuer à être vivant. Super. Et tu voudrais parler de qu'est-ce qui t'est arrivé en justice ou tu n'as pas le droit de l'évoquer? Si, On t'a si, attaqué si, sur quoi? j'ai été attaqué pour exercice illégal de la médecine par l'ordre des médecins. En fait, c'était donc au départ, c'était Ah, anonyme. pardon, attends, je te parle des problèmes actuels, hein, pas des anciens. Tu as des problèmes Ah, actuels? maintenant, des problèmes actuels. Actuels, là, c'est juste on est un certain nombre d'ostéopathes. Là, on s'est réunis, on est une vingtaine à être attaqués sur les réseaux sociaux en disant que ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est absolument ésotérique et tout ça. Mhm. Moi, j'ai été attaqué parce qu'il y a une vidéo où il y a un enfant qui a la tête en bas et on m'accuse de taper le bébé sur la tête. Quand on parle de conscience, on est attaqué. Nos- des filles qui travaillent beaucoup en gynéco, en technique interne, sont attaquées pour cette approche-là aussi, alors que ça sauve vraiment beaucoup de gens. Donc pour l'instant, on essaye de trouver comment être juste dans ce qu'on fait, et puis donc que les gens ne disent pas du mal de nous, comme ça, impunément, je pense. Mais c'est à nous aussi à adapter notre discours. Donc voilà, pour l'instant, et c'est bien de se regrouper pour échanger et essayer d'avoir la même position. C'est pas, c'est pas celui qui nous attaque ou ceux qui nous attaquent qui sont importants, encore une fois, comme dans la maladie. C'est pas la faute, c'est pas l'autre qui est important. Comment je peux changer mon regard sur ce qui se passe? Et chaque élément dans notre vie, je pense qu'on vit comme quelque chose de négatif, est une leçon pour essayer de progresser. Donc c'est ça qui est intéressant. Super, super conclusion. Et oui, je pense que de toute façon, c'est un moyen comme un autre, la justice.
peut-être de démontrer notre efficacité, pas de manière par des études, mais aussi si on fait, si on se fait attaquer sur des choses, on pourrait peut-être que on peut faire venir des gens qui en ont bénéficié pour montrer que c'est efficace, etc. Et peut-être que par le point de vue législatif, on pourra aussi faire avancer. Il faut passer par le point de vue législatif au bout d'un moment pour faire avancer une profession au niveau national. Donc, finalement, comme tu dis, ça peut être, on peut transformer ce mauvais en quelque chose de bien et de positif. Quand on est attaqué sur même une argumentation théorique, on peut, pour répondre, on est obligé de réfléchir et de réfléchir plus que ce qu'on avait fait de base, pour peut-être approfondir et préciser ce qu'on avait dit, nos propos qui ont subi l'attaque, et ça nous fait grandir hein, quelque part. Donc c'est pour ça que les Français de tout temps ont aimé le débat. Donc bon, là, malheureusement, ça va à la justice, mais c'est une manière aussi, comme tu dis, de progresser, même si c'est bien sûr négatif. Non, non, tout à fait. Dans chaque chose, moi, chaque chose négative, c'est une façon de progresser. Si on n'avait pas eu tous ces procès dans les années 80, il n'y aurait pas eu la loi sur l'ostéopathie en 2002. Donc maintenant, il faut pareil aussi, pour moi, vraiment, qu'il y ait une réglementation, que la façon dont les écoles sont développées en France, c'est pas normal. Pour moi aussi, il faut que ça soit une formation universitaire, il faut que ça soit un contrôlé, il faut un diplôme qui soit contrôlé par l'État. C'est très bien qu'on soit contrôlé dans notre travail. Mais en même temps, on ne peut pas nous faire rentrer dans une boîte parce que l'ostéopathie, c'est quelque chose qu'on connaît, dont on, voilà, style disait, on voit que la queue de l'écureuil. Si on veut nous enfermer complètement, si on veut rentrer dans le moule de la sécurité sociale, etc., ce sera la fin de l'ostéopathie, je pense. Alors, pour la sécurité sociale, pourquoi? Parce que il faudra faire des actes tels que référencés, en faisant exactement comme ça, et puis en faisant payer comme ça, etc. Donc, c'est pas possible. Je peux pas rentrer, moi, chaque personne est différente, je sais jamais ce qui va se passer, et c'est ça qui fait le bonheur de mon travail, quand même. Bien sûr, là je comprends mieux. Super. Bah écoute, si tu veux, on arrive à la fin de l'entretien. Si tu veux nous donner peut-être les ouvrages que tu as lus en ostéopathie ou d'autres d'ailleurs, et les formations que tu as suivies qui t'ont marqué. Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu saurais me le dire? Tu as deux, trois idées? Alors, j'ai pas regardé dans les ouvrages qui sont importants. c'est, je crois que c'est important de lire les sources de l'ostéopathie, hein. Donc, Steele, Sutherland, tout ça, tout ce qui s'est fait, Becker. Et après, donc, pour moi, quelqu'un qui a été important, dont j'ai pas parlé, c'est Alain Becerra, qui avait écrit un traité de médecine ostéopathique aussi, qui a fait beaucoup pour, je pense, pour l'ostéopathie, donc, qui a avancé. Les, dans les sources Pierre Tricot, on en a parlé, de regarder tout ce qu'il a écrit par rapport à ça. Donc Jean-Marie Guelette, qui a écrit aussi L'ostéopathie, une autre médecine, je pense, qui est important. On a parlé de Duval. euh, dans les... J'aime bien aussi Bonnie Gintis, qui est une ostéopathe américaine qui était danseuse avant, mais son livre n'a pas encore été traduit en France, en français, je crois, qui, est, qui a écrit Engaging the Movement of Life sur la vie, je pense, qui est intéressant. Il y a un livre récent que j'ai sous le coude, mais j'en parlerai après, peut-être. Voilà, donc dans les Pierre-Luc Lermite, on a parlé, Gimberto, on a parlé, donc il y a un livre, hein, de ça. Un auteur qui est important, qui n'est pas ostéopathique pour moi, c'est Edgar Morin, qui continue toujours à, voilà, faire beaucoup par rapport à ça. John Upledger, on a dit, hein, qui est ça. Et là, donc, je pensais à Patrick Jouot, je ne sais pas si vous connaissez, il a écrit, là j'ai sous la main, Le sphénoïde libéré. C'est son deuxième livre. Patrick Jouot, c'est un médecin ostéopathe qui a monté une association Doc Ostéocam qui va au Cambodge. Et il est à la recherche d'ostéopathes qui voudraient aller dans sa mission humanitaire au Cambodge. Et en même temps, ils sont en train de former les ostéopathes cambodgiens. Donc en même temps, pour faire ces doc ostéocam, c'est intéressant. Et il fait des cours aussi très intéressants en insistant sur l'embryon
Et son dernier livre, Le sphénoïde libéré, pour moi, c'est celui qui m'inspire en ce moment beaucoup. Donc voilà, les gens qui me viennent comme ça à l'esprit. Super, Mais sur mon site internet, hein, j'ai marqué tous les livres qui sont importants. super. Ben, on ira voir. Et ben écoute, pour finir, tu Merci, veux donner merci une Ferdinand. phrase, un conseil pour les ostéopathes? Un dernier conseil, un dernier, ou Est-ce que je reprends l'admonestation de style? C'était keep it pure, hein. Donc, toujours on dit ça. Donc, de continuer à s'améliorer, donc d'essayer d'être comme ça, dans la pureté, que c'est un chemin de vie magnifique. Et merci à toi, Ferdinand. merci Bruno, c'était vraiment enrichissant. J'ai hâte de le réécouter pour voir tous les détails qui en ressortiront, tous les fruits. Et merci beaucoup encore, hein. À bientôt.